L'avantage d'avoir du recul sur l'immobilier, c'est que comme c'est un marché fait de cycles, si tu n'as pas vécu au moins 2-3 cycles, tu peux pas savoir de quoi tu parles. Il vaut mieux commencer en achetant un parking, un garage ou même un investissement à 10, 15, 20, 30 000 euros, plutôt que d'attendre encore une fois 4 ans de peut-être constituer une épargne pour acheter un studio à 100 000 balles. Ce qu'on entend, c'est que le combo idéal, c'est longue durée étudiant 9 mois et l'été on loue un Airbnb. Est-ce que ça marche vraiment? En fait, j'ai acheté le problème. Quand tu achètes un problème, en général, tu achètes moins cher que quand il n'y en a pas. Et donc, nous voilà à 8h du mat déloger un mec chez lui, mais pas chez lui au final, parce que ça fait 18 mois qu'il ne payait pas. Pour la petite anecdote, mes parents ont investi dans l'immobilier il y a 30 ans. Je crois que les taux étaient à 8 à 10. Incroyable. 8 à 10%. Ils ne regrettent absolument pas. Même si ton bien, ça fait 10 ans que tu l'as rénové, s'il est en bon état, tu n'auras aucun problème à le louer en longue durée. Alors qu'en courte durée, il sera complètement has-been sur le marché. Comment s'enrichir en immobilier? On entend beaucoup de choses en immobilier, des promesses parfois un petit peu illusoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Calamotte, un expert en immobilier. Salut Julien. Salut Mathieu. Tu as investi dans à peu près combien de biens sur ton expérience? Alors qu'il me reste quelques dizaines et je pense j'ai fait une bonne centaine d'opérations. Ok. Sur 15 ans, donc c'est pas non plus un truc exceptionnel, mais c'est récurrent. C'est quand même déjà beaucoup. 15 ans d'IMO, une centaine de biens que tu as vu passer, du coup, que tu as analysé, donc pas mal d'expérience. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu nous donnes tes meilleurs conseils, ce qui est vraiment réalisable en immobilier, ce qui ne l'est peut-être pas, qu'on déconstruise un petit peu des mythes et qu'on reprenne un peu les grandes étapes d'un investisseur, notamment par exemple pour un investisseur qui n'a pas encore démarré en immobilier, quelqu'un qui souhaite investir, quelles vont être un petit peu les grandes étapes. Donc on va voir ça ensemble. Déjà, j'aimerais te demander quel a été ton déclic pour te mettre dans l'immobilier. Le déclic, il vient pas de moi, il vient de ma femme que j'avais rencontrée à l'époque. J'habitais au Canada, je l'ai rencontrée en France, je suis revenu en France et là, vu qu'elle est, on va dire, d'une demi-génération au-dessus de moi, elle avait plus de maturité sur pas mal de choses. Et moi, j'étais à des années-lumière de l'immobilier. Et clairement, ce qui nous a vraiment fait basculer, c'est qu'avec son ex-mari, ils avaient investi dans une espèce de loi Pinel. À l'époque, ça devait être d'Eurobien ou Cellier ou je sais plus. Et donc, un produit de défiscalisation. Et je voyais que j'avais récupéré, malgré moi, une partie de cette problématique quand j'étais avec elle, puisque chaque mois, on devait remettre beaucoup d'argent au pot pour un truc qui était dans une ville franchement pas terrible et qui allait se dévaloriser dans le temps foncièrement. Donc je les ai poussés un peu à évacuer tout ça. Enfin, je l'ai poussé à évacuer tout ça avec son ex-mari. Et en fait, elle a demandé, quand ils ont acheté ça, elle a demandé au CGP. Conseiller en gestion de patrimoine? Ouais, au conseiller en gestion de patrimoine qui leur a vendu ça. Si lui, il aurait fait pareil. Et lui avait dit, non, moi, je ferais du LMNP. Okay. C'est ce que je ferais. Du LMNP, et j'y mettrais un étudiant à l'intérieur. Bon, malgré tout, ils ont quand même décidé d'acheter ça. Tu vois, comme quoi, des fois, le conseiller te dit de faire le contraire, mais il te vend l'autre chose. Et finalement, c'est ce qu'on a fait derrière. Du coup, elle m'a sorti cette phrase et j'ai dit, OK, banco, moi, je connaissais rien. Et on a acheté un premier appart, 3 mois après, un deuxième. Voilà. OK. C'est là ensuite que tout s'est enchaîné pour toi, j'imagine. C'est là, exactement. OK, donc LMNP, on va revenir dessus. On parlera aussi de l'immobilier de défiscalisation, qui est parfois un miroir aux alouettes et qui peut poser beaucoup de problèmes. Juste aussi pour qu'on comprenne un peu ton parcours déjà, est-ce que tu as peut-être un des plus beaux succès immobiliers que tu pourrais nous raconter, ou un exemple en tout cas d'un investissement pour toi qui s'est bien passé? Un investissement qui s'est bien passé. Alors, le plus gros succès immobilier, je pense que c'est plutôt le fait d'être arrivé à emprunter beaucoup d'argent pour investir, parce que c'est quand même, on le verra sûrement tout à l'heure, mais le nerf de la guerre, c'est quand même l'effet de levier en immobilier. C'est ce qui le différencie aussi finalement d'autres leviers d'enrichissement ou d'autres, on va dire, expositions. Tu penses que tu as levé combien en tout? Alors si je mets de côté les projets achat-revente et tout, qui sont vraiment plus du business professionnel, sur le côté patrimonial, un peu plus de 4 millions. Okay. Donc avec des salaires qui sont franchement confortables, parce que j'ai commencé moi assistant e-marketing dans ma carrière, puis j'ai fini à des comités de direction. Donc forcément, il y a des salaires qui étaient crescendo. Mais aujourd'hui, j'ai des clients qui ont des très gros salaires et qui n'arrivent pas à emprunter. C'est pas vraiment souvent lié. Il y a quand même des ratios à respecter, il y a du patrimoine aussi à avoir derrière. Donc au final, je suis parti de pas grand-chose, avec 5 000 € d'apport. Il y a donc une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je mets par exemple 30% d'apport dans tous mes projets. Donc en fait, c'est un peu différent la manière dont on emprunte quand on démarre que quand on a déjà quelques dizaines de biens et un peu de recul. Puis la banque nous considère aussi différemment. Mais je pense que c'est ça mon plus grand succès, c'est d'avoir réussi à m'endetter vraiment de manière très importante. Et ça, sans ça, j'aurais jamais eu le patrimoine que j'ai aujourd'hui, c'est certain. Le fameux effet de levier, du coup. Ouais. Très clair. Et est-ce que tu peux nous raconter peut-être un des plus gros échecs en immobilier, ou du coup une des plus grandes leçons que tu as eues? Ouais, les plus gros échecs, je les ai pas vécus sur de l'investissement locatif. Je les ai vécus sur plutôt mes activités de marchand de biens, donc d'achat-revente.
mais à titre professionnel, hein, on parle pas là de résidence principale ou quoi que ce soit, on parle de vrais métiers de marchand de biens. Je les ai vécus là-dessus et donc deux opérations qui sont assez récentes d'ailleurs, avec de la division foncière sur laquelle je voulais jamais aller. Moi, je me refusais d'aller sur la division foncière, trop d'inertie, trop long comme projet, trop de conditions de permis, etc., sur les acquéreurs. Et finalement, bah, j'ai souvent ce biais en moi qui est de me dire, je connais la réponse, mais je vais y aller quand même pour me la faire confirmer. Et en fait, je savais que la division foncière, c'était pas une bonne idée, j'y suis allé quand même. Et aujourd'hui, je me colle encore des problématiques de liquidité sur ces projets-là, avec un marché en plus qui s'est retourné. Et pareil sur un immeuble aussi, où là, pour le coup, c'est plutôt du hasard, mais que ça fait 3 ans que j'ai un immeuble en stock en marchand de biens et que ça fait 2 fois que j'ai une vente qui pète. Voilà, donc, T'arrives pas à le vendre? non, j'arrive pas à le vendre. Enfin, je l'ai vendu 2 fois et 2 fois ça a pété. Une fois, un mec qui se met en redressement, un promoteur qui se met en redressement. La première fois, un promoteur qui m'a fait perdre aussi 8 mois et qui finalement n'y est pas allé, alors qu'il n'avait pas de conditions. Hein, donc à chaque fois, bon, ben, on récupère les dépôts de garantie, etc. Mais Ouais. mine de rien, quand tu portes finalement les projets, soit en fonds propres, soit avec de la banque, ça peut te coûter très cher à l'année en frais intercalaires. Donc, en fait, l'idée sur du marchand de biens, c'est effectivement de faire tourner vite. Ouais. Et voilà. Moi, c'est mes plus gros échecs, c'est ça. Il y en a un que j'aurais pu éviter, l'autre difficilement, mais je retiens là. Sur du locatif, en soi, Tout s'est bien franchement, passé à peu près. ouais, si t'es pas obligé de vendre à un moment donné et que t'as pas le couteau sous la gorge, a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, c'est ça. Et même si tu veux vendre, potentiellement, tu peux le laisser en locataire et tu as toujours des rendements, du rendement qui Exactement. tombe. Ouais. OK, très intéressant. Beh, en tout cas, moi, c'est pour ça aussi que je t'invite, c'est parce que tu as beaucoup d'expérience. Tu as dit que c'était peu, mais tu es aussi très humble, je pense, parce que c'est quand même Mhm. beaucoup ce que tu as fait. Et je pense qu'en immobilier, il y a besoin d'avoir cette expérience. Alors, peut-être pas pour commencer, il y a pas besoin d'expérience en soi, ça serait antinomique. Mais pour parler d'immobilier, quelqu'un qui en parle très bien, je pense qu'il faut de l'expérience parce qu'il y a tellement de cas particuliers en immobilier, de PLU, de quelque chose à la mairie qui s'est pas passé comme prévu et ça que tu auras jamais eu dans un livre ou dans une vidéo. Donc, juste une mini question avant de passer sur justement l'achat immobilier pour un débutant. J'imagine que tu déconseilles, par exemple, faire du marchand de biens quand on débute en immobilier. C'est pas par là qu'il faut commencer. Clairement, clairement. Je pense que là, il faut se concentrer sur du locatif, un truc plutôt moyen long terme. D'ailleurs, comme souvent dans le monde de l'investissement, hein, si on raisonne vraiment opportunité et court terme, c'est souvent pas une bonne décision. Mais anecdotiquement, ça peut être une très bonne décision et c'est souvent ce que retiennent les gens. Et malheureusement, l'immobilier, c'est du temps long, il y a beaucoup d'inertie, ça se fait dans le temps. Et pour reprendre ce que tu disais, l'avantage d'avoir du recul sur l'immobilier, c'est que comme c'est un marché fait de cycles, si tu n'as pas vécu au moins 2-3 cycles, tu peux pas savoir de quoi tu parles. C'est ça qui est un peu problématique, c'est que souvent, des gens parlent de l'immobilier en isolant 3 ans d'expérience, comme tu dis, et donc ils ont vécu 3 ans soit d'euphorie, soit 3 ans catastrophiques, donc c'est ou trop génial ou trop pourri. Mmh. Alors qu'en vrai, c'est juste linéaire, comme dans beaucoup de domaines, quoi. Voilà, c'est juste qu'il faut le faire sur du temps long. Ouais, exactement. Mais marchand de biens, clairement, c'est un vrai métier. Mmh. C'est comme d'autres métiers, on ne se lance pas comme ça dans d'autres métiers, sans vraie formation académique, etc. Et malheureusement, c'est un métier qui ne nécessite pas de formation académique, qui ne nécessite pas de diplôme particulier, qui nécessite juste quand même quelques assurances, mais malgré tout, pas vraiment beaucoup non plus, parce qu'en fait, tu es juste marchand, tu es juste commerçant, en fait. Souvent, les gens, d'ailleurs, pensent que les marchands de biens sont aussi artisans, mais c'est pas du tout le cas. Comme son nom l'indique, marchand de biens, tu fais juste du commerce, tu achètes, tu revends. Est-ce que tu crées de la valeur? Oui ou non. Mais en tout cas, le métier, c'est juste acheter et revendre. Voilà, acheter, essayer d'apporter une valeur au bien Ouais, et même pas essayer des de le fois. Moi, mes meilleures revendre. OP, je les ai faites Ah sans ouais? travaux, OK. vraiment. En fait, je pense que ce qui fait la différence d'un bon marchand de biens, c'est son réseau et les affaires sur lesquelles il est capable de s'embarquer et les problématiques qu'il est prêt à lever. Si les problématiques, c'est juste faire des travaux, tout le monde peut le faire. Mmh. Si les problématiques, c'est expulser des locataires, gérer des expulsions, compliquées, parce que gérer des expulsions compliquées, enfin, ça peut être très long. Donc, il faut avoir une bonne méthode aussi. Si c'est un levier, tu vois, d'urbanisme et que tu as des bons contacts qu'il faut, si c'est une succession et que tu as le bon notaire qu'il faut aussi derrière et que tu connais le notaire qui s'occupe de la succession, c'est tout ça. Et moi, franchement, sur le recul, pour le marchand de biens, j'ai moins de recul, hein, j'ai 6 ans, 6-7 ans de recul. Les meilleures OP, je les ai vraiment faites sur celles qui étaient les plus rapides, en fait. Mmh. Et le problème des travaux, c'est que ça peut devenir très très long. OK. Là, on va pas s'attarder Ouais, sur, sur les marchands de sur biens. le marchand Ouais, de ouais. biens parce que je pense que voilà, c'est réservé Ouais. quand même aux gens qui se sont déjà fait les dents Mm. sur du locatif et qui connaissent déjà très Ouais. bien l'immobilier. Donc justement, parlons maintenant de l'investissement locatif. Donc l'idée, acheter un bien, avoir des locataires qui payent si possible et générer du rendement et même potentiellement s'enrichir avec une plus-value potentielle à la revente. Totalement. Alors, comment on fait du coup pour se lancer? Selon toi, est-ce que tu as des grandes étapes quand on n'y connaît rien encore en immobilier et qu'on se dit que ça pourrait être intéressant d'investir dans l'immobilier locatif?
Première chose à faire, c'est savoir ce qu'on peut faire avec ses moyens, déjà. Avec son épargne, sa capacité d'endettement. Aujourd'hui, il y a quand même des critères qui régissent tout ça. Les ratios d'apport. On va en parler du financement. On va en parler après, voilà. Ouais. Et donc, pour moi, c'est déjà ça, savoir où on va, c'est-à-dire ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si on doit retenir un conseil pour faire court, c'est commençons petit avant de voir grand. Alors, on peut voir très grand, mais encore une fois, à terme, à moyen ou long terme. Et donc, on va planter des jalons, en fait, pour arriver finalement à atteindre ces objectifs-là. Mais c'est jalon après jalon. Faut pas griller les étapes. Ok, ouais, très clair. Donc, y aller progressivement. Ouais. Donc, sur quel type de bien on peut commencer l'immobilier locatif? Un studio, un T2 À peu près tout, du moment que ça correspond vraiment à ses moyens, sans trop se mettre en risque sur des premières opérations, pour se faire la main. Mais clairement, vous êtes dans une grande ville, oui, un studio en centre-ville d'une grande ville, ça se louera toujours parce qu'il y a une dynamique étudiante, jeune actif, etc. Donc ça fonctionne. Si vous êtes à la campagne, un studio, ça fonctionnera moins bien. Et pour le coup, vous aurez des locataires qui seront beaucoup moins qualitatifs. Mais vraiment. Et souvent, les gens qui ont des petits budgets se disent je vais aller dans la campagne et je vais aller dans une petite surface. Sauf que campagne et petite surface, c'est pas cohérent avec la dynamique d'un marché, en général. Et surtout, c'est encore moins cohérent avec la qualité des locataires qu'on va avoir à l'intérieur. Évidemment, je fais une généralité. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gens qui vont nous dire en commentaire qu'ils ont vécu le contraire. Mais clairement, statistiquement, voilà, petite surface, grande ville. Plus grande surface, petite ville. Ça veut peut-être à budget équivalent. Donc en fait, ça dépend aussi de l'appétence au risque de chacun. Plus on va être dans une grande ville, plus on va être central, plus on aura une liquidité certaine à la sortie. Et donc l'emplacement, ça revient toujours sur le devant de la scène. Donc vendre sera facile. Voilà, Oui. liquidité, c'est vendre plus facile, effectivement, plus facilement. Et donc un rendement peut-être inférieur. On va en parler aussi de la problématique de rendement et la rentabilité à moyen terme. Mais voilà, il y a des choix à faire, en tout cas, en fonction souvent de critères qui sont très perso d'ailleurs. Et je pense que la stratégie du profil A n'est pas du tout la même que le profil B et que C, comme dans tous les domaines d'investissement. Tu distingues 3 stratégies et j'aime beaucoup comment tu l'as distingué. Donc, il y a la stratégie patrimoniale, la stratégie de rendement et la stratégie hybride. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 stratégies, leurs différences, leurs atouts, peut-être leurs inconvénients aussi? Ouais, en fait, la stratégie patrimoniale, clairement, c'est privilégier l'emplacement, privilégier l'attention locative. Donc, ça veut dire que beaucoup de demandes par rapport à l'offre en termes de location, mais également privilégier la liquidité à la sortie. Donc, beaucoup plus de demandes d'achat que d'offres de biens sur le marché. Donc ça, c'est grande ville en général. Grande ville en général, et dans les grandes villes, même si on reste dans une grande ville intramuros, c'est quartiers très centraux, hyper-centre des villes, centre historique, etc. C'est des biens en fait qui peuvent difficilement se dupliquer ailleurs. C'est-à-dire qu'un hypercentre d'une ville, il n'y a plus de construction possible. Donc, comme dans tous les secteurs, dans l'or, dans plein de secteurs, et dans le Bitcoin, la rareté faisant le prix, du coup, les prix de l'immobilier vont forcément augmenter dans les quartiers où on ne peut pas en construire davantage. C'est une logique de commerce basique. Mais les gens l'oublient. Et donc, la rentabilité de cet investissement patrimonial va se faire sur plusieurs choses. Le rendement, donc combien de loyers j'ai pour l'investissement. En général, c'est rarement des rendements supérieurs à, on va dire, 4% net. Sur du rendement, je parle annuel, pur et dur, donc c'est-à-dire on isole la première année. Donc, tu as enlevé les charges? Ouais, net avant impôt. J'ai Net enlevé avant, les charges d'exploitation, j'ai enlevé les frais d'acquisition, tous les frais afférents, etc. Ok. Donc, un investissement de 100 000 euros dans un studio en centre-ville pourrait rapporter 4 000 euros net de charges par an. 4 000 par tranche de 100 000 euros, on va dire, en hypercentre de Toulouse, par exemple, c'est à peu près ça. Mais ça, c'est effectivement une erreur que de raisonner comme ça, parce que isoler un rendement, et on en parlera sûrement après, isoler un rendement court-termiste, c'est pas vraiment, on va dire, analyser toute la substance de l'immobilier, et notamment l'effet de levier. Parce que prendre tous les paramètres. Ouais. Exactement, parce que ce rendement-là de 4%, qu'on achète cash ou qu'on achète avec du levier, il reste un rendement de 4%. Alors que la manière dont on l'achète, c'est totalement changé la suite. Ensuite, la deuxième stratégie dont tu parlais, c'est rendement. Donc là, on est à l'opposé. À l'opposé, on a quoi? Une stratégie à rendement, donc une vision très court-termiste, donc des rendements qui vont être nets plutôt autour, on va dire, de 6, 7, 8, voire plus. Ok, donc sur la même typologie de rendement, net avant impôt. Mais là, on va être par contre dans des villes beaucoup plus excentrées, dans des plus petites villes, et avec une appréciation du marché qui va se faire de manière aussi plus longue. Parce qu'un marché dans une grande ville va s'apprécier du fait de la rareté, de la dynamique économique et des besoins démographiques de la ville pour loger des gens qui arrivent. Par exemple, tu prends une ville comme Toulouse, dans laquelle on est, que tu connais bien. Toulouse, c'est entre 10 et 20 000 personnes par an de plus qu'il faut loger. Tu vas dans un village de 3 000 habitants, tu n'as pas 10 000 personnes de plus chaque année qu'il faut loger. Et tu n'as même pas peut-être 100 personnes de plus qu'il faut loger chaque année. Donc, tu n'as pas de tension.
Et en fait, le deuxième, on va dire, pilier, on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais le deuxième pilier d'enrichissement, ça va être justement la plus-value latente à la sortie. Donc sur du patrimonial, tu auras un rendement faible, mais avec une forte plus-value à la sortie et plus du capital amorti s'il y a de l'effet de levier, alors que là, tu vas avoir un rendement élevé, mais très peu de possibilités de plus-value. Et comme il y a beaucoup de frais à l'entrée à l'immobilier, quand même, les frais de notaire, les frais de garantie bancaire, les frais de dossier bancaire, etc., voire les honoraires d'agence et compagnie, il te faut quand même pas mal d'années pour aller amortir ces frais. Donc c'est pour ça que je dis l'immobilier, c'est du temps long. Donc si ton marché s'apprécie de 0,5% par an, ça va quand même moins vite que si tu es dans un marché qui s'apprécie de 3% par an. Tout à fait. Et entre les deux, tu as la stratégie hybride. La stratégie hybride, c'est clair, c'est un emplacement qui n'est pas premium, mais qui est correct. C'est typiquement ville moyenne, tu vois, 60-80 000 habitants. On va dire entre 40 000 et 100 000 habitants, où là, tu vas retrouver une tension locative correcte, mais il faut bien choisir la typologie de biens et les locataires que tu vas viser. Et puis, tu vas avoir un rendement à la fois correct, mais une plus-value aussi à terme qui va s'apprécier, tu vois. Une plus-value latente importante. Voilà, c'est un peu l'offre, tu sais, que tu as toujours au milieu de la page d'un site internet quand tu as un comparatif. Pour moi, c'est l'offre la plus équilibrée. Voilà. Parce que le patrimonial, c'est pas donné à tout le monde. Il faut soit du cash chaque mois, hein, donc des bons revenus pour faire un effort chaque mois, soit du cash au départ pour éviter l'effort mensuel. La stratégie rendement, souvent avec très peu d'apport, voire zéro, tu peux être en autofinancement, donc ça veut dire que ça ne te coûte rien chaque mois, voire générer aussi ce qu'on appelle, mais on en reparlera après, du cash flow positif, à tort souvent, mais en tout cas une trésorerie excédentaire positive. Et au milieu, tu vas être assez break-even avec pas grand-chose en fait en apport. Voilà, avec un apport contenu, on va dire. Ok. Juste pour donner des chiffres à titre illustratif. Hein. On a donc stratégie patrimoniale, imaginons plein centre-ville d'une grande ville. Je mets 100 000 euros, je peux toucher 4 000 euros net, imaginons. Et au bout de 10 ans, peut-être que ces 100 000 euros, bah, le bien, il vaudra 150 000. Ça, c'est la stratégie patrimoniale. À l'opposé, stratégie rendement, je mets 100 000 euros, au lieu de toucher 4 000 euros net, je vais peut-être toucher 8 000, 2 fois plus. Si on s'arrête juste au paramètre rendement, on se dit c'est forcément mieux la stratégie rendement. Mais en fait, ces 100 000 euros dans 10 ans, au lieu de les revendre 150 000 dans la stratégie patrimoniale, peut-être qu'on les revendra 100 000. Ou admettons, bah, si tu les vends 110 000, du coup, tu es ISO, parce que tu es à 40 d'un côté, plus 50 de l'autre, et tu es à 80 plus 10, donc tu es à 90. Et au final, tu vois, tu as un bien qui a 2 fois plus de rendement d'un côté. Et donc, si tu isoles ça, tu dis c'est trop bien, c'est mieux, mais en fait, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. C'est juste que d'un côté, tu t'es autant enrichi. D'un côté, tu es sûr de le revendre en une semaine. Enfin, si le marché, c'est pas. Enfin, tu vois, il y a toujours des dynamiques. Hein, on va dire si les taux sont corrects, la conjoncture économique est bonne, tu es sûr de le revendre en une semaine parce que tu as énormément de demandes dans les grandes villes. Stratégie à rendement, t'es pas sûr, mais par contre, tant que tu l'as, ça crache. Je pense que c'est un jeu d'équilibre en fonction de ta durée de détention aussi et de tes objectifs propres. Voilà. Okay. Pour moi, si tu dois en faire qu'un, parce que tu as les moyens d'en faire qu'un, stratégie hybride, c'est mieux. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est de tout faire pour diversifier, équilibrer les types d'exploitation, le risque de géolocalisation aussi, la typologie des locataires. Tu vois, moi, par exemple, j'ai commencé par du très patrimonial et je suis allé sur du rendement parce que j'ai pu asseoir un socle, tu vois, assez solide. Du coup, ça m'a permis d'aller prendre des risques. Il y en a qui font le contraire, ils prennent plus de risques et après, ils se disent, bon, j'ai pris des risques, c'est plus chronophage, c'est plus chiant, c'est plus de charge mentale parce que les locataires, encore une fois, c'est pas les mêmes. Souvent, tu vas démultiplier le nombre de locataires parce que, on va dire, à enveloppe similaire, tu vas finalement acheter plus de biens que si tu étais en centre-ville. Donc, tu auras plus de locataires à gérer aussi. Et là, ils se disent, bon, ok, maintenant, c'est bon, j'ai consolidé un truc, je suis bien. Et maintenant, je peux aller mettre de l'apport pour aller sur des biens un peu plus patrimoniaux. Et finalement, pour une enveloppe équivalente, j'aurai moins d'emmerde. C'est un peu ça. Ouais, ok. Oui, forcément, plus de locataires, peut-être plus de problématiques, plus de demandes, plus de charge mentale. Ouais. Donc, comme tu dis, quand tu as 25 ans, c'est bien. Quand tu en as 50, tu n'as plus trop envie de ça, quoi. Ouais, je comprends. J'en ai pas 50 encore. Tu veux dire ton âge 40. Ce que je rajouterais pour conclure là-dessus, c'est un investissement, quel qu'il soit, ça s'apprécie une fois que tu l'as clôturé. En fait, une fois qu'il est terminé, que tu l'as plus dans ton patrimoine. Parce que tant que tu l'as dans ton patrimoine, t'as pas la vision finale de ton rendement moyen de la durée de détention. Donc, tant que t'as pas vendu, à perte ou avec un gain, tu peux pas réintégrer cette perte ou ce gain sur ton rendement moyen durant la détention. Et c'est ça qui est problématique en immobilier. Et les gens vont nous dire, oui, mais du coup, on sait jamais. Oui, tu sais jamais, mais ça reste un monde d'hypothèses. De la même manière, quand tu achètes une action, tu sais jamais à combien tu vas la revendre. Tu espères pouvoir la revendre ou tu as des indicateurs qui te permettent de le faire. Mais tant que tu l'as pas vendu, tu sais pas vraiment combien tu as pris.
Tout investissement comporte des risques, rien n'est garanti. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans le même temps, ne rien faire, ça comporte aussi des risques, Exactement. inflation. Donc maintenant, il y a une question qui se pose. Imaginons donc une personne qui veut partir sur une stratégie hybride. Comment elle fait pour choisir son bien? Qu'est-ce que tu regardes comme paramètres, j'imagine, l'emplacement? Tu vas étudier le marché, tu vas déjà essayer d'anticiper les locataires que tu pourrais mettre dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes du coup avant d'acheter un bien? Ce qu'on regarde, je pense, c'est déjà quels sont les chiffres qu'on recherche à peu près. Donc, est-ce que je suis capable de faire un effort d'épargne ou pas? Est-ce que je suis capable de mettre tant d'apport? Oui, non. Et en fonction, ça va nous donner type de bien et géographie. Mais pour ça, il faut bien connaître son marché en local. Parce que l'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile, ça bouge pas. Tu achètes à cet endroit-là, tu peux pas déplacer ton bien demain si tu déménages. Et si la ville se transforme, ton bien se transforme avec. Donc en fait, il faut bien connaître son secteur en local. C'est vraiment une espèce, on va dire, d'entonnoir. Tu vois, c'est dans quel pays j'investis, dans quelle région, dans quelle ville, etc. Et même après, dans quel emplacement dans l'immeuble j'achète mon bien. C'est vraiment une question de granularité comme ça importante. Parce qu'un rez-de-chaussée, ça se valorise pas pareil, parce que un dernier étage non plus, parce que si un extérieur, parce que si, parce que ça. Parce que si ma porte d'entrée donne en face de l'ascenseur, il y a plus de nuisances que celle du fond du couloir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, je pense que c'est bien connaître son marché. Une fois que tu connais ton marché, c'est sortir de chez soi. Donc, c'est aller visiter, aller visiter, aller visiter, aller visiter pour se faire une idée du marché. Et se confronter aussi au marché. C'est-à-dire ne pas que le subir sur des annonces de manière passive. Ok, je regarde, ah mais c'est cher, ah oui, c'est pas cher, ah c'est cher, par rapport à quoi? Si tu n'as pas vraiment d'indicateur très concret, que tu n'as pas visité le bien, que tu n'as pas regardé l'environnement, que tu n'as pas vu les avantages et les inconvénients de ce bien-là à cet endroit-là, t'es pas capable de vraiment connaître un marché. Le Bon Coin, c'est très bien, c'est un bel outil, mais c'est un outil de mise en relation. C'est pas un outil sur lequel tu fais ton marché. Tu vois, c'est pas de l'e-commerce de l'immobilier en fait, Le Bon Coin. Tu peux pas acheter en ligne. Et d'ailleurs, je conseille à personne d'acheter un bien en ligne pour le coup. Donc c'est soit tu te fais accompagner effectivement sur le terrain par des gens qui maîtrisent parfaitement leur sujet, soit toi tu prends le temps vraiment de t'acculturer à tout ça en local. Une fois que ça c'est dit et que tu visites, il faut faire des offres. Et c'est là que tu te confrontes vraiment à la négociation, etc. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, il n'y en a pas du tout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un peu un mythe là-dessus de la négo. Genre, c'est très facile de se rappeler de quelqu'un qui a fait une négo de 30 000 euros sur un bien à 100 000 que de celui qui a rien fait. En fait, c'est ça qui est plus vendeur de manière générale. Mais en vrai, la vérité, c'est que la négo sur le marché, c'est 3%, quoi. 3% de baisse de prix. Donc, c'est pas grand-chose, tu vois, c'est 3 000 euros par tranche de 100 000 euros. Donc déjà, pas s'attendre à faire des négociations extrêmes. Et surtout, encore une fois, ça dépend des cas. Tu peux faire de belles négociations sur des marchés qui sont pas tendus parce qu'en face, le mec, il n'y a pas de demande. Donc son offre, elle reste 6 mois, 1 an, etc. Si t'es pas là, il n'a pas d'acheteur. Par contre, sur des villes très tendues, où il y a vraiment un marché dynamique, déjà, d'accéder aux biens et que ton offre soit considérée par le vendeur, c'est déjà un gros avantage. Et ça, les gens se disent, ben non, en fait, moi, je veux négocier. Et si je négocie pas, c'est pas une bonne affaire. Ça veut rien dire, strictement. Donc, je pense ne pas se focaliser là-dessus. Et ensuite, il y a un autre point bloquant, je pense, qui bloque beaucoup de gens pour passer à l'action, c'est que beaucoup attendent la bonne affaire. Soit ils l'attendent passivement, en l'occurrence, ils peuvent l'attendre longtemps, soit ils essaient de la chercher, donc ils sont actifs, mais ils ne veulent pas acheter si c'est pas une bonne affaire. Déjà, une bonne affaire, moi, je sais pas définir ce que c'est, parce que ça dépend en fait de qui tu es, de ce que tu fais, etc. Il n'y a pas de bonne affaire universelle. Et ce que je dis toujours, c'est qu'en immobilier, comme le temps joue avec toi, en fait, c'est mieux vaut faire une affaire qu'attendre une bonne affaire. Parce que plus tu attends pour faire quelque chose, plus tu vas, on va dire, retarder ton enrichissement. Et quand je vois des gens qui viennent nous voir des fois pour finalement qu'on les accompagne parce qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action depuis 2 ans, je me dis, ils ont perdu 2 ans de capitalisation sur un prêt bancaire. Ils ont perdu des augmentations de loyer, ils ont perdu du recul aussi sur le marché, de l'historique au niveau des banques, etc. Ça, c'est un gros manque à gagner. Mais c'est dommage. Ben ouais. Pourquoi? Pour peut-être négocier 5000 balles de plus sur un bien. Tu vois, les calculs, des fois, ils sont pas. En fait, les gens ont souvent une vision très court-termiste et en immobilier, ça marche pas. Ok. Je sais pas si tu partages ma vision. Moi, je vois vraiment l'immobilier comme un business. Hein. Donc, quand tu es investisseur immo, tu es un entrepreneur qui va devoir faire son business model. Donc, il faut connaître son secteur d'activité, en l'occurrence, donc son marché. Il va falloir faire un business model, donc faire des prévisionnels de chiffres, de combien ça va te coûter en crédit, en charge, de copro, etc., en fiscalité, anticiper le régime fiscal, etc. Voir quels vont être mes clients, donc les locataires,
en l'occurrence, comment je vais les fidéliser, entre guillemets, en tout cas les garder dans mon bien pour pas qu'il y ait trop de turnover et donc des vacances locatives et donc des revenus en moins. J'aime bien cette vision parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent l'immobilier c'est passif, je vais me faire 1000 euros par mois de revenus et ça va être facile. C'est une question que j'ai d'ailleurs, c'est à quel point ça prend du temps quand tu es investisseur immobilier en locatif. Alors, je pense qu'effectivement, c'est le piège à éviter, c'est ça. C'est de se dire que l'immobilier, c'est passif. Vraiment, tu as complètement raison. L'immobilier, c'est passif si tu délègues tout, à condition de pouvoir rogner sur ton rendement. Mais ça, c'est OK avec ça. Hein. Nous, nos clients le font tous les jours. Et du coup, ils n'ont pas de charge mentale et tout ça, et ça tourne. Mais si tu veux le faire toi, comme moi j'ai fait pendant des années, c'est absolument pas passif. Ça peut mettre en danger ton couple aussi, parce que tous les week-ends, tu vas être barré à faire des bricoles, etc. Ou faire des visites, ou gérer des merdes avec des locataires. Enfin, vraiment, c'est pas passif. Donc, je pense que non, clairement, la réponse, c'est non, ce n'est pas passif. Et il y a plus passif que l'immobilier, clairement, si on veut investir. Maintenant, ça fait partie d'une stratégie patrimoniale de manière générale. Je dis pas de mettre tous ses œufs dans l'immobilier, loin de là. Moi, c'est pas mon cas non plus. Il y a plein de stratégies d'investissement qui sont pas passives non plus, mais que tu peux faire de chez toi. Donc, c'est du temps, mais tu peux le faire de chez toi. L'immobilier, encore une fois, si t'es pas sur le terrain, ça marche pas. Donc, c'est pas passif. Et en plus, ça demande un investissement physique. Tu vois, c'est ça qui le différencie plus que finalement la passivité. Ouais, c'est sûr. Mais le gros avantage, et on va en parler ensuite, hein, c'est l'effet de levier. Ouais. On va parler du financement. Avant ça, je pense qu'il y a une question que beaucoup de gens se posent. Et peu importe le contexte d'ailleurs, est-ce que c'est le bon moment d'investir maintenant? C'est un peu bateau comme réponse, mais tout le monde fait la même dans tous les leviers d'investissement. Mais grosso modo, le meilleur moment, c'est toujours aujourd'hui. Mais c'est pas forcément vrai tout le temps. C'est vrai que c'est vrai sur le capital, parce que plus tôt t'empruntes et plus vite tu rembourses, donc forcément plus vite tu t'enrichis. C'est vrai sur on va dire la perception des loyers, voilà. Mais c'est pas forcément vrai sur les plus-values latentes, parce que si tu achètes quand le marché est haut et qu'il y a une correction sur les 5 années suivantes et que tu dois vendre au bout de 4 ans, tu n'auras pas fait la meilleure des opérations. Mais en même temps, tu auras aussi remboursé du capital. Si tu n'avais rien fait, tu l'aurais pas fait. Tu auras capté des loyers aussi. En fait, c'est un jeu d'équilibre, ça dépend des marchés, je pense. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une prime à celui qui passe à l'action. Peu importe l'heure à laquelle il est ou le jour qu'on est dans l'année, il faut passer à l'action. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec ceux qui restent à nous regarder, et c'est très bien. Mais regardez-nous, mais sortez de chez vous après, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui vont regarder les taux avant d'investir et vont surtout baser leur analyse du timing sur les taux. Tu as commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ils étaient à combien les taux? J'ai acheté à 5% mon premier bien immobilier. Ok. Donc, quand c'était à 1%, j'étais tout foufou. Mais aujourd'hui, c'est à 3, 3,5 et je suis bien. Tu vois, je me pose pas de questions. Et comme il y a eu une grosse vague de gens qui ont découvert l'investissement immobilier grâce au taux bas entre 2017 et 2021, on va dire, jusqu'à la fin 2021, en fait, cette vague-là n'a jamais connu autre chose que ça. Et donc, tous les néo-investisseurs qui font partie de cette génération-là ont du mal aujourd'hui à démultiplier les investissements parce que les taux sont trop hauts pour eux. Alors qu'en soi, c'est absolument pas le cas. Ils étaient anormalement bas. On en a profité. Il y en a plein qui en ont profité. Moi-même, j'ai profité pour vraiment démultiplier encore plus et aller encore plus vite et emprunter encore plus d'argent que je ne le faisais en 2008 ou 2010. Mais clairement, aujourd'hui, on trouve des biens qui sont totalement rentables et l'effet de levier permet quand même de compenser largement cette hausse des taux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup aussi de gens qui attendent, et c'est peut-être le cas de ceux qui nous regardent aussi, mais qui attendent que les prix se corrigent parce que les taux ont augmenté. Mathématiquement, c'est assez smart, sauf que dans les faits, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que les prix ne corrigent pas suffisamment pour compenser un taux de 1 à 3, ou voire même à 4 l'année dernière. Et il y a des marchés où les prix n'ont pas du tout baissé, type le marché toulousain, les prix se consolident pendant que dans d'autres villes, ça corrige un peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se consolide, ça ne rebaissera pas. Ça va continuer de monter. Et donc les gens auront fait quoi? Ils auront juste perdu du temps, encore une fois, et ils n'auront pas pris le train en marche, donc ils prendront le suivant, dans lequel il y a moins de place, donc ce sera plus cher. Mais s'ils veulent faire, ils seront obligés de le faire quand même comme ça. Ah non, c'est sûr. Bon, pour la petite anecdote, mes parents ont investi dans l'immobilier il y a 30 ans. Je crois que les taux étaient à 8 à 10. Incroyable. 8 à 10%. Incroyable. Et clairement, je sais qu'ils ne regrettent absolument pas. Et que s'ils n'étaient pas passés à l'action, c'est là où ils seraient passés à côté d'une opportunité. Bah ouais. Alors, il y a un concept aussi que j'aime beaucoup, que tu développes d'ailleurs dans ton livre.
c'est l'enrichissement latent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et ça, je pense que c'est très important de bien comprendre ça avant d'investir en IMO. Ouais. En fait, ce concept, il m'est venu justement quand j'écrivais le livre. Je me suis dit, le livre, le but, c'était d'avoir un peu 10 ans de recul sur, je l'ai écrit à 5 ans, 10 ans de recul sur l'IMO. Qu'est-ce que je retiens? Et en fait, j'ai retenu 3 choses qui ont participé à l'enrichissement en fait en 10 ans. Et du coup, je me suis dit, c'est un enrichissement latent parce que latent, ça implique que c'est un peu long, que c'est sous-jacent et que du coup, c'est pas instantané. Et enrichissement, c'est clairement parce que c'est le cas. Donc l'enrichissement latent, c'est l'addition de 3 piliers qui pour moi sont les 3 piliers d'enrichissement en IMO. Le premier pilier, c'est la trésorerie que tu peux générer avec l'immobilier. Donc finalement, ton rendement instantané. Ce qu'on appelle à tort le cash flow. Parce qu'en fait, le cash flow, comme il est appelé en général sur le web, etc., c'est juste de la trésorerie excédentaire ou déficitaire mensuelle. Mais le cash flow en général, c'est tous les flux entrants, tous les flux sortants, c'est vraiment les flux de trésorerie. Donc là, on va dire, à la fin du mois, tu as payé toutes tes charges, tu as tes loyers, qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce que ça me coûte? Donc ça, tu le cumules. Par exemple, un enrichissement latent sur 10 ans, tu vas cumuler. Et tu enlèves aussi les impôts là-dedans. Ouais, tu enlèves aussi les impôts si jamais tu veux le calculer après impôt. Voilà. En général, c'est assez compliqué de rentrer là-dedans quand tu généralises parce que chacun a une approche des impôts un peu différente, forcément en fonction de sa TMI et tout ça. Mais grosso modo, si tu fasses avant impôt ou après impôt, le calcul est le même. Donc, tu as ta trésorerie générée chaque mois, donc chaque année. Et puis, tu viens additionner, donc ça, on va dire, c'est le cash flow. On va l'appeler comme ça. J'aime pas ça, mais on va l'appeler comme ça, le cash flow. Ça va parler aux gens. Deuxième pilier, c'est le capital amorti grâce au remboursement du crédit. Donc c'est quoi? C'est tes mensualités de crédit moins les intérêts qui, eux, les intérêts sont dus à la banque. Pour le coup, c'est la rémunération de la banque et ça ne t'enrichit pas du tout. Ouais. Mais il faut bien comprendre justement, Ouais. dans une mensualité de 1 000 € que tu payes à la banque, tous les mois, tu es en train de rembourser une partie du capital. Cette partie du capital que tu rembourses, tu es en fait en train de devenir de plus en plus propriétaire de ton bien immo. Oui. Donc, tu es en train de t'enrichir, entre guillemets. Exactement. Et plus tu avances dans le temps, plus la proportion de capital remboursé sur une mensualité de crédit est importante versus les intérêts. Puisque les intérêts sont dus sur un capital restant dû, donc plus le capital est élevé au départ, plus tu payes d'intérêt. Tu sais que ça, tout le monde ne le sait pas. Quand on dit un crédit de 100 000 € à 4%, c'est pas 4% une fois, c'est pas 4 000 € qui te coûte le crédit. Ouais. Oui, c'est clair. C'est 4% tous les ans. Et effectivement, sur le capital restant dû. Sur le capital restant dû. Donc c'est pas non plus 4 000 par an, mais c'est dégressif. Exactement. Mais c'est effectivement. Mais d'ailleurs, pour prendre un exemple assez simple, avec des taux entre 3,5 et 4, sur la première année, c'est moitié intérêt, moitié capital à peu près. Voilà, Ok. sur la première année, avec des taux à 3,5 et 4. Avec des taux à 1, c'était plutôt 2 tiers, voire même 3 quarts capital et intérêt moindre, voilà, pour une mensualité équivalente. Donc, tu additionnes, on a dit le cash flow, on additionne ensuite le capital amorti. Donc ça, c'est toute la valeur de l'effet de levier au final. Parce que si tu n'as pas d'emprunt, tu l'as pas ça. Tu vois, si tu achètes cash, tu l'as pas. Et ensuite, la troisième chose, c'est la plus-value latente. Donc c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme plus-value, donc avant impôt ou après impôt, peu importe, ça dépend de comment tu es structuré aussi, à la sortie, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à faire toujours des hypothèses sur 10, 15 et 20 ans. Parce qu'on se rend compte avec des bons tableaux mathématiques qu'en fait, il y a des investissements qui vont être meilleurs s'ils sont arbitrés à 10 ans et d'autres qui vont être meilleurs s'ils sont arbitrés à 15 ans. Là, je ne parle pas d'imposition, je parle avant impôt. Okay, encore une fois, pour essayer d'avoir un truc plus universel. Et ça, c'est intéressant. Parce que souvent, on se dit, c'est quoi la bonne durée de détention d'un bien immobilier? Et en fait, il n'y en a pas. Ça dépend de ton bien, ça dépend de ta fiscalité, ça dépend de plein de choses. Mais même si on enlève la fiscalité, ça dépend déjà du bien, des amortissements et de plein de choses. Et de à combien on emprunte et autres. Donc voilà, l'enrichissement latent, c'est 3 piliers d'enrichissement mis en un et qui, pour moi, sont la grosse force de l'investissement immobilier. Et le seul qui est garanti là-dedans, c'est le capital amorti. Parce qu'en fait, si tes locataires ne payent pas, tu n'as pas le rendement. Si ton bien ne prend pas de valeur, voire en perd, tu n'as pas du tout la plus-value. Par contre, au milieu, tu vas avoir le capital amorti parce que quoi qu'il en soit, tu vas être obligé de rembourser le crédit. Même si tu es avec deniers personnels, tu vas être obligé de rembourser le crédit parce que la banque, elle va attendre que tu le rembourses tous les mois. Donc en fait, ça, c'est ton épargne forcée quoi qu'il en soit. Évidemment, le but de l'IMO, c'est que cette épargne forcée, ce soit le locataire qui l'apporte à ta place. Voilà. Ouais. Et que la plus-value, si tu regardes les courbes historiques des prix de l'immobilier, si tu n'es pas obligé de vendre à un instant donné, la plus-value latente, elle est quasiment assurée. Voilà. Maintenant, si tu es obligé de vendre au moment où il y a un petit creux ou une petite correction, bon, ben là, forcément, tu vas vendre avec une petite perte ou sans faire de plus-value. Très clair. Donc, clairement, il faut avoir tous les paramètres en tête.
pas se focaliser juste sur les loyers ou juste sur la plus-value potentielle. Ouais. Je voulais qu'on continue quand même sur les stratégies et les choix, parce qu'on a parlé donc hybride, rendement et patrimonial. Je voulais qu'on parle aussi de la stratégie d'exploitation. Donc, beaucoup de gens aussi vont se demander, est-ce qu'il faut faire une colocation, du Airbnb, une location longue durée classique? Voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs les différents modes d'exploitation? Ouais, bien sûr. Déjà, il y a deux choses, c'est copropriété et monopropriété. Donc copropriété, j'achète un appartement dans un immeuble avec un syndic de copro, soit bénévole, soit professionnel, mais je ne suis pas seul décideur, mais en même temps, je ne porte pas seul les coûts quand il y a des travaux. Monopropriété, j'achète une maison, j'achète un immeuble, je suis tout seul, et c'est moi qui prends toutes les décisions, mais c'est aussi moi qui paye tout. C'est-à-dire, je dois changer une toiture, je paye tout. Donc déjà, quelle est la typologie, on va dire, de détention. Ensuite, au sein de ça, typologie d'exploitation, ça peut être la coloc, la location courte durée, la location longue durée, le local commercial, qui est une autre typologie aussi. Bon, on va rester sur l'habitation parce que c'est ce qui est le plus commun. Est-ce que tu recommandes d'ailleurs le local commercial à un débutant ou Non. d'abord sur l'habitation? Non. D'abord Ouais. l'habitation. Local commercial, c'est très bien, mais tu peux avoir énormément de vacances locatives entre deux locataires. Par contre, une fois que ton locataire est là, s'il est bon, tu l'as bien choisi et qu'il ne se met pas en redressement, en général, il reste très longtemps. Tu peux lui faire porter beaucoup plus de charges aussi dans le bail, parce que c'est un bail qui n'est pas régi par des lois qui protègent énormément les consommateurs. En France, il y a quand même beaucoup de lois qui protègent beaucoup les particuliers et les consommateurs. Les pros, ils sont jamais très couverts. Donc tu peux tout mettre. Donc les rendements sont en général meilleurs à emplacement équivalent. Et tu peux faire porter aussi tous les travaux par l'exploitant. Donc ça, c'est l'avantage. Tandis qu'en habitation, c'est toi qui dois rénover, c'est pas ton locataire. Mais je le conseille pas parce que, encore une fois, si tu fais mal ton choix, ça peut te coûter très cher. Et avoir 12 mois de vacances locatives sur un bien sur lequel tu as 3 000 € de crédit par mois, c'est quand même assez compliqué, tu vois, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Alors, pourquoi on parle de colocation et de location courte durée? En vrai, on se parle pas de ça parce que les gens sont altruistes et ont envie de faire du bien aux gens, etc. Non, on se parle de ça parce que ça augmente les rendements. Les investisseurs vont chercher plus de rentabilité avec ça. En tout cas, plus de rendement. C'est pas forcément plus de rentabilité à terme. Sauf que la colocation, il y a eu énormément de gens qui se sont mis là-dessus. Dans des grandes villes étudiantes, Paris, Montpellier, Toulouse, des villes comme ça, Lyon, aucun sujet sur la colocation. Il y a une demande, c'est un mode de vie particulier, on aime ou on n'aime pas, on est à l'aise avec ça ou peu importe. En tout cas, voilà, il y a un sujet sur la colocation qui est important. Par contre, au-delà de ça, dans les villes moyennes, une ville de 100 000 habitants, s'il n'y a pas d'université, s'il n'y a rien, c'est très difficile de faire de la colocation. Le mythe de les gens veulent vivre ensemble, le co-living, etc., moi, j'y crois absolument pas. Enfin, je veux dire, il y a qu'à le voir tous les jours. Les gens sont quand même assez centrés sur eux-mêmes, ils sont assez individualistes. Et oui, de manière anecdotique, il y a des exemples de gens qui veulent vivre ensemble. Tu vois. Déjà, il y en a beaucoup, c'est pour des raisons économiques, et pas forcément parce qu'ils aiment vivre avec des gens. Donc c'est un peu différent. Et ceux qui aiment ça, c'est quand même assez marginal sur un marché global du logement. Donc je dirais attention quand même à pas y aller juste parce que les chiffres sont beaux sur le papier et à se prendre un mur une fois que tu es sur le terrain. Ensuite, la colocation, il y a pour moi un gros warning, c'est comment tu gères les problématiques des parties communes. Si ton canapé il est pété quand tu récupères l'appart, qui l'a pété? La chambre 1, la chambre 2, la 3, la 4? Qui est responsable de quoi? Donc ça, attention aussi à comment tu responsabilises les gens à l'intérieur, parce que tu peux soit faire un bail solidaire, mais en soi, ça se fait très peu parce que personne n'est prêt à faire un seul et unique bail avec finalement tout le monde est garant les uns des autres entre les chambres. S'il y en a un qui ne paye pas, les autres doivent Exactement. payer. Si les gens ne se connaissent pas, je ne pense pas qu'ils acceptent ça, effectivement. En fait, la solidarité, c'est bien sur le papier et dans les discours politiques, mais quand c'est ton argent et que tu dois payer pour les autres, en général, tu n'es pas d'accord, tu vois. Donc ça, c'est la problématique. Et donc, on fait un bail par chambre. Sauf que si tu fais un bail par chambre, comment tu gères les dégradations des parties communes? Tu peux pas non plus l'impacter à tout le monde. Donc souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que le propriétaire, il le prend à sa charge. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper et l'intégrer dans son budget prévisionnel dont tu parlais au début. Tu provisionnes de la casse éventuelle que tu prendras à ta charge parce que tu n'auras pas de responsable sur qui pointer le doigt. Ça, c'est la problématique. Par contre, c'est clair que tu optimises à fond les surfaces et tu peux vraiment aller chercher du rendement supplémentaire. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de faire du quali, c'est-à-dire pas entasser 6 personnes avec un chiotte, quoi. Idéalement, c'est une salle d'eau pour 2 personnes. Alors, idéalement, c'est une salle d'eau par personne même. Mais on va dire une salle d'eau pour 2 personnes et un WC pour 2 personnes, ça passe. Voilà. Moi, à titre perso, j'ai même une coloc où il y a 4 et un WC. Franchement, ça me va pas du tout. Mais je l'ai acheté, c'était comme ça a tourné. C'est un de mes associés qui a poussé là-dessus. Je lui ai dit, OK, vas-y. Voilà. Moi, j'ai pas voulu au début. Je lui ai dit, OK, vas-y. Bon, franchement, ça marche.
Donc, tu vois, si je devais faire un autre projet de colocation, je ne le ferais pas comme ça. Voilà, ça, c'est sûr. Ok. Et donc, les projets qu'on fait aujourd'hui de colocation, c'est plutôt plus quali, avec, voilà, en tout cas, du confort. Et la location courte durée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, je te prends un exemple perso, mais c'est bien, ça illustre bien le sujet. Moi, j'ai commencé la courte durée à Toulouse, ça devait être en 2017 ou 2018. À l'époque, je crois que c'était 2018, il devait y avoir 3000 logements à Toulouse sur le marché. Du Airbnb? Dans de la courte durée? Courte durée, Airbnb. Donc sur Airbnb, sur la plateforme, tu avais à peu près 3000 logements. Aujourd'hui, c'est plus du double. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont besoin de se loger une nuit, 2 nuits, 3 nuits à Toulouse qu'il y a 5 ou 6 ans? J'ai pas la stat. Mais ce que je peux te dire, c'est que les prix, ils ont carrément baissé. Qu'aujourd'hui, tu fais moins de taux d'occupation. Les prix en plus baissent. Donc c'est double peine. Ça veut dire que ton chiffre d'affaires baisse de manière encore plus drastique. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est un peu moins vrai en coloc, mais la problématique de la location courte durée type Airbnb, c'est que tu as un produit qui doit être très marketé, parce que tu as une plateforme avec un algorithme et qu'en fait, c'est comme dans tous les moteurs de recherche, plus tu es trendy et plus tu ressors. Donc, pour être tendance sur l'immobilier, il faut avoir une déco au goût du jour, il faut être moderne dans l'approche, il faut apporter toujours plus de services. C'est ultra concurrentiel. C'est ultra concurrentiel, sauf qu'une rénovation, quand tu as posé une faïence, tu la refais pas tous les 2 ans. Donc, si il y a, on va dire, 7-8 ans, tu as mis des imitations carreaux de ciment parce que c'était la mode et qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec ça sur Airbnb, ça marche plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas à la mode, voire même c'est daté de cette époque-là. Tu vois? Donc, c'est comme les cuisines en formica à l'époque, c'est comme plein de trucs. Donc, en fait, ça ne marche plus. Donc, c'est une course un petit peu, tu vois, à la rénovation et à la décoration. Et ça aussi, si tu l'as pas anticipé dans ton BP, du coup, ça peut te coûter cher à la sortie. C'est une fuite en avant, ouais. Ouais. Donc attention aussi parce que ça peut travailler aussi dans la tête, hein. Je suis plus en première place, comment faire pour toujours être au top sur Airbnb, les avis sur ouais, donc c'est forcément encore moins passif que un immobilier, une exploitation de longue durée. Ouais. Et après, par contre, clairement, ça augmente les rendements, ça c'est sûr. D'autant plus si tu t'en occupes tout seul, si tu automatises des choses et que tu délègues par exemple juste le ménage en local, mais que tu automatises tout, les entrées et les sorties avec des logiciels, hein, ça va te coûter 30 ou 40 balles par mois, donc c'est rien, tu peux le faire. Mais si tu délègues tout à une conciergerie, en général, ça revient quasiment au même que si tu étais en location longue durée, parce que finalement, la conciergerie va te prendre entre 20 et 25 points, donc le gap de rendement, c'est eux qui le prennent, et c'est normal pour le boulot qu'ils font. Ok. Mais si tu avais augmenté tes revenus d'un quart et qu'on te reprend ce quart. oui. Okay. Par contre, l'avantage, c'est quoi? C'est que ton bien, il est liquide à tout moment. C'est-à-dire que tu n'as pas un locataire à sortir ou attendre que ton locataire sorte. Parce que tu sais que pour revendre un bien, c'est toujours plus facile de le vendre quand il est vide. Parce que tu t'adresses à des gens une cible beaucoup plus large que quand il y a un locataire à l'intérieur. Donc ça, c'est bien, tu peux reprendre ton bien tout le temps, n'importe quand. Finalement, on va dire, comme le Airbnb, c'est quand même toujours des réservations de dernière minute. En grosso modo, à un mois après, tu peux récupérer ton bien, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Et location longue durée, moins de rendement, hein, rendement plus modeste, on va dire, mais rendement plus certain et rendement plus durable aussi dans le temps. Voilà. Et sur ce marché-là, même si ton bien, ça fait 10 ans que tu l'as rénové, s'il est en bon état, tu n'auras aucun problème à le louer en longue durée. Alors qu'en courte durée, il sera complètement has-been sur le marché. Voilà. Et est-ce que c'est un mythe ou pas? Souvent, ce qu'on entend, hein, c'est que le combo idéal, c'est longue durée étudiant 9 mois et l'été, on loue un Airbnb. Est-ce que ça marche vraiment? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On a des clients aussi qui nous disent qu'ils aimeraient bien faire ça. C'est toujours pareil, c'est une question de est-ce que tu es prêt à y passer du temps pour, on va dire, repimper un petit peu ton appart quand l'étudiant s'en va pour le mettre en courte durée pour juste 3 mois, parce qu'il va falloir que tu mettes plus de services. Ça veut dire qu'il faut que en courte durée, le truc, c'est qu'il faut que tu portes l'électricité, il faut que tu portes l'abonnement Internet, il faut que tu portes plein de trucs. Donc ça veut dire que tu vas faire quoi? Tu vas aussi prendre Internet en longue durée, parce que tu vas pas prendre un abonnement tous les 3 mois et le résilier tous les 3 mois. Enfin, tous les 9 mois et le résilier 3 mois après. Donc en fait, il y a plein de notions comme ça qui, oui, sur le papier, c'est intéressant, mais en fait, quand tu mets tout bout à bout, juste pour aller améliorer tes rendements sur 3 mois, je sais pas si ça a du sens par rapport, encore une fois, à la non-passivité du sujet, quoi. Ouais, autant que tu vas y passer et l'effort que tu vas passer. Et encore une fois, surtout si tu mets sur une conciergerie, puis la conciergerie, elle va te dire quoi? Elle va te dire t'es gentil, mais en fait, moi, je suis pas ton bouche-trou. Donc tu me prends pas pour 3 mois, puis tu me reprends 3 mois l'année d'après. Parce qu'eux, ils doivent refaire le taf, remettre l'annonce, le truc, enfin, tu vois. Donc si tu le gères toi-même, c'est OK, mais encore une fois, c'est ton temps, c'est pas celui d'un autre. Mais si tu dois payer celui d'un autre, ça n'a pas trop de sens en général. C'est intéressant de raisonner comme ça, de se dire, tout le temps que j'investis en IMO, on pourrait le pricer, on pourrait y mettre un prix derrière. Je sais pas, hein, ton tarif à l'heure, c'est tant. Et tu dis, j'ai passé 10 heures fois tant tarif horaire. Et c'est en fait une charge qu'on rajoute parce que
c'est un manque à gagner, puisque si j'avais travaillé ce temps-là pour l'entreprise ou pour autre chose, j'aurais pu gagner de l'argent aussi à côté. Mais c'est vachement intéressant que tu dis ça, Mathieu, parce que moi, je raisonne que comme ça. Ok. Et j'ai l'impression d'être un extraterrestre des fois, tu vois, parce que je leur dis, non, mais les gens, je dis souvent, mais les gens n'ont pas la valeur du temps. Et c'est assez intéressant parce que tu vois des gens qui vont faire vraiment des batailles, tu vois, ils vont s'armer jusqu'aux dents et tout pour aller quémander 10 euros ou un truc comme ça, tu vois, sur, je sais pas, un commerce qui, tu vois, leur a facturé un truc en trop ou quoi. Et ça va leur prendre 4 heures de leur temps pour aller récupérer, peut-être aller récupérer 10 euros, tu vois. Et c'est là, je me dis, mais les gens n'ont pas la valeur du temps et de ce qu'ils pourraient en faire s'ils le mettaient à contribution pour eux ou pour autre chose. Mais donc il y a ça, parce que tu as la vision business qui est intéressante, mais il y a aussi la vision parent. Si tu veux profiter du temps de tes enfants, si tu veux passer du temps en famille, tu veux t'occuper de ta maison, bah, c'est aussi du sacrifice que tu fais en fait. Donc même si tu valorises pas le temps, en tout cas, ça te porte préjudice quelque part si tu es en train de passer la serpillière à la place d'un locataire qui a oublié de le faire, tu vois. Exactement. Alors maintenant, parlons du financement pour aller chercher de l'argent auprès de la banque. Déjà, est-ce que tu peux rappeler ce qu'est l'effet de levier et en quoi ça peut être une puissance pour s'enrichir? Je vais essayer de le vulgariser, même si c'est pas voilà, financier. Le but de l'effet de levier en immobilier, c'est je mets 1, on me prête 9, par exemple. Donc, ça me permet virtuellement de m'enrichir de 9. Mais alors, attention, c'est un enrichissement où en face, il y a de la dette. Donc, c'est un enrichissement qui va être, on va dire, reporté dans le temps, puisque plus mon investissement va avancer, plus je vais capitaliser, comme on l'a vu, et donc plus je vais m'enrichir. Et ce patrimoine va tendre vers être un patrimoine net versus un patrimoine brut au départ. Quand on dit brut, c'est un patrimoine sans considérer les dettes qui est en face. Quand on dit patrimoine net, bah, c'est mon patrimoine, moins mes dettes, qu'est-ce qui me reste? Donc l'effet de levier, ça me sert à quoi? Ça me sert à acheter un truc à 100 000 euros avec 10 000 euros. Grosso modo, c'est ça. Si, par exemple, je considère que je mets 10% d'apport sur le projet. Ça, c'est la première chose. Ça sert à faire quoi? Ça sert à faire porter, finalement, l'endettement par les revenus de l'investissement. C'est comme quand tu rachètes une société, que tu fais un LBO ou autre, bah, finalement, tu endettes la société et grâce au résultat de la société, ça va rembourser cette dette-là. Bah, c'est pareil en IMO, tu achètes un bien, donc c'est un actif que tu achètes, clairement. Et du coup, tu fais rembourser la dette qui t'a servi à acheter cet actif par le rendement du bien, qui est donc le loyer, très simplement. Donc en gros, c'est le locataire qui paye ton patrimoine. C'est à peu près ça. C'est ça. Et ce qu'on a vu avec l'enrichissement latent, c'est que si le locataire rembourse tes mensualités, eh bien, dedans, il rembourse du capital. Et toi, tu es en train de t'enrichir. Mais s'il ne rembourse pas, tu dois quand même le capital. Oui. Faut pas, voilà. Donc, comme tu disais, moi, je ne vends pas du rêve, c'est la vérité. Exactement. Tu fais bien de le rappeler. Du coup, aujourd'hui, combien il faut d'apport pour investir en immobilier? Que veut la banque? Aujourd'hui, ça s'est resserré, clairement, par rapport à cette période dont on parlait qui était un peu anormale. D'ailleurs, ce qui était assez incohérent, parce que l'argent était pas cher et en même temps, tout le monde prêtait sans aucune garantie, finalement, pas sans grand-chose en garantie. C'est-à-dire, la banque portait le risque en payant même, en finançant même des frais, quoi. Donc, des frais d'acquisition. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'une banque, quand elle prête 100, s'il y a un problème, il faut qu'elle récupère 100. Sauf que si elle vous prête 100 pour un bien qui vaut 90, si elle revend votre bien 3 mois après, il n'y a aucune raison qui fait qu'elle va le vendre 100. Donc en fait, elle ne récupérait que 90. Ça, je dis ça parce qu'il y a le mythe aussi du crédit à 110%. Donc j'achète, enfin c'est pas un mythe, hein, c'était une réalité en vrai, mais maintenant ça l'est un peu moins. J'achète un projet à 100 par exemple, et donc on me prête 110, ce qui couvre les frais de notaire et tous les frais afférents à la banque, etc. Sauf qu'encore une fois, en cas de défaillance, la banque, si elle a prêté 110 pour un truc qui vaut 100, elle ne pourra pas se rembourser. Donc aujourd'hui, les banques l'ont bien compris. Donc maintenant, ça, le 110, c'est quasiment fini. Sauf sur des profils avec de la sécurité, de la garantie derrière, c'est-à-dire un patrimoine, une assise, ce qu'on appelle une surface financière importante. Donc ce qu'elles vont prêter déjà au maximum aujourd'hui, c'est à peu près 100%. Encore une fois, il y a des exceptions. Mais c'est 100% du bien. Mais plus généralement, c'est quand même entre 10 et 20% d'apport. Donc elles vont prêter entre 90 et 80% du projet, pour répondre à ta question. Cet apport, il peut être mis directement dans le projet. Ça peut être des fonds qui sont nantis sur une assurance vie dans la banque, sur pas mal de produits bancaires. Après, il faut accepter que ces produits-là sont bourrés de frais et ont un rendement moindre que si vous gérez votre patrimoine financier avec les conseils de Mathieu. Mais clairement, des fois, c'est un peu le prix à payer pour qu'on puisse nous prêter. Voilà. C'est un peu comme multiplier les cartes bancaires pour faire plaisir aux banquiers, mais si en même temps, si tu te prêtes 1 million et que tu dois avoir 8 cartes bancaires, c'est pas très grave. Tu vois. Voilà, même si elle te coûte 8 euros par mois, quoi. Enfin, tu vois, il ne faut pas s'arrêter à ça. Mais il y a des gens, ils en font un blocage.
Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre toujours à la place de la banque. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est de garantir ce qu'elle vous prête. C'est de se sécuriser. En fait, la banque, elle ne veut pas prendre de risques. Donc, en face, il faut que vous ayez un patrimoine qui soit cohérent pour qu'on vous prête. Je rappelle d'ailleurs, la plupart des gens le savent, mais quand on achète un bien, imaginons 100 000 euros, on va avoir à peu près, tu me coupes si je me trompe, 7% de frais de notaire, donc 7 000 euros à rajouter, Mhm. plus crédit logement, les frais de garantie à payer, les frais de dossier du crédit. Et c'est pour ça aussi que tu disais tout à l'heure que l'investissement immobilier, c'est long terme, parce que tout ça mis bout à bout, peut-être qu'il faut mettre au moins 10 000 euros de sa poche que du coup la banque ne va pas nous prêter. Et si tu revends un an plus tard, ces 10 000 euros, tu ne les auras pas retrouvés avec des loyers en face. Du coup, quand on veut faire un emprunt à la banque, est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur prêt possible, le meilleur crédit? Est-ce qu'il faut aller voir plusieurs banques? Est-ce qu'il faut aller voir un courtier? Est-ce qu'il faut préparer un dossier bancaire? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, le premier, c'est déjà, voyez juste votre banque habituelle. La première chose, si vous faites un premier investissement, consultez votre banque habituelle. Vous pouvez les mettre en concurrence. Moi, je ne le conseille pas. Je dis, c'est toujours mieux de continuer une relation si ça se passe bien, et plutôt que d'aller chercher un taux qui n'est pas un sujet en fait sur de l'investissement locatif. Le sujet sur l'investissement locatif, c'est pas d'emprunter à 3,2 au lieu de 3,3. C'est qu'on nous prête vite et de manière certaine. Parce qu'il y a beaucoup de banquiers qui vont vous faire un accord de principe et qui, quand ils vont instruire le dossier, vont dire ah ben finalement ma direction a dit que non, nanani, nanana. Donc il vaut mieux un accord certain à 3,50 qu'un peut-être à 3,20 en fait. Parce que si vous avez rien, c'est rien quoi. C'est important aussi pour ceux qui veulent refaire d'autres opérations par la suite, avoir un banquier de confiance qu'on n'a pas trahi, entre guillemets. Ouais. Ça permet quand même d'avoir plus de facilité pour réemprunter derrière si on veut faire d'autres opérations. Souvent, on entend les conseils qui sont attention, ne pas prendre l'assurance emprunteur par exemple à la banque parce que c'est trop cher. Donc vous dites OK, et puis après vous déléguez l'assurance emprunteur à un assureur qui est moins cher, etc. Oui, dans les faits, ça vous fera économiser des sous, mais ça vous grillera auprès de la banque. Oui. Et c'est ça la problématique. Et moi, je suis toujours de l'école du long terme et du réseau et de l'entretien d'un réseau de manière pérenne, plutôt que de l'opportunité one-shot à courir partout. Et en fait, déjà, ça use. Honnêtement, au bout d'un moment, ça use. Moi, j'ai fait beaucoup de banques à mes débuts. Comme je disais, j'ai emprunté énormément d'argent. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de banques. Franchement, ça m'a usé. Je suis fatigué. Et là, donc, j'ai une grosse banque qui m'accompagne surtout. Et là, tu vois, depuis quelques jours, ils m'ont dit, on va devoir stopper maintenant. Il faut que tu trouves un nouveau partenaire bancaire parce que du coup, on a trop de risques sur toi maintenant. Donc, tu vois, mais c'est OK. Et ils m'ont suivi, ils ont fait leur job et je leur en veux pas. Tu vois, au bout d'un moment, c'est sûr que sur une seule et même personne ou sur un groupe, tu sais, au bout d'un moment, même si tu remontes le groupe, ça reste une personne. Oui, Tu sais, quand les gens te disent qu'il faut investir en SCI parce que on te prête plus, etc. Oui, mais in fine, ça reste une personne, tu vois, en haut de tout. Donc, finalement, ce que j'ai envie de dire, maximisez l'endettement que vous avez avec un partenaire solide et ensuite, allez en voir un pour ce qu'on appelle finalement développer un pool bancaire autour de vous. Mais ça, c'est vraiment si vous êtes sur des steps Oui, c'est supérieurs. ça. Et Si la personne n'investit que sur un bien, par contre, bon, ça vaut le coup d'optimiser les différents paramètres, et notamment l'assurance emprunteur si quand même elle paye trop cher. Et si elle ouais, sait qu'elle ne va pas faire d'autres opérations, c'est quand même une oui. optimisation intéressante. Mais les banques sont capables de vous le faire. En fait, elles ne vous le disent pas. Oui. Mais en fait, maintenant, toutes les banques font partie de groupements d'assurance aussi. Tu prends par exemple CIC Crédit Mutuel, c'est les groupes ACM. La BPCE, ils ont aussi un groupe d'assurance. Pareil pour la Société Générale, etc. Donc en fait, ils sont capables au sein du groupe de vous sortir des taux quasiment des taux d'assurance emprunteur, je parle, quasiment équivalents à si vous faites en direct avec du Allianz ou autre, quoi. Voilà. Okay. Donc ça vaut pas le coup des fois pour 4 euros par mois d'assurance d'aller chez un Allianz si Assurance Groupe peut le faire. Mais par contre, par défaut, peut-être qu'ils vont vous coller 0,40 d'assurance alors que vous pourriez avoir 0,10 en discutant juste. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut regarder Qu'est-ce que tu regardes toi quand on te prête de l'argent sur le crédit? Est-ce que tu regardes juste le taux d'assurance, les indemnités de remboursement, ou juste toi, tu es content si on te finance et de toute façon, tu crées une relation de confiance comme ça? Est-ce que quand même tu es regardant sur Non, je certains l'ai paramètres? jamais été, hein, mais c'est un tort, je pense. C'est un tort de ne pas l'avoir été au début. Mais j'ai jamais été. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de prêts professionnels et pas des prêts IMO. Parce qu'au bout d'un moment, les prêts IMO, ça passe plus. Donc en fait, je ne regarde même pas. Déjà, les prêts professionnels, c'est beaucoup plus cher que les prêts IMO. Et voilà, moi, ce que je veux, c'est je donne un dossier le jeudi, le mardi, j'ai une réponse. Et c'est ça que je veux, tu vois. Mais, et au début aussi, parce qu'en fait, tu as toujours, quand tu achètes en IMO, même quand tu débutes, tu as toujours ce moment où tu signes le compromis, tu as l'euphorie, le truc et tout. Puis là, tu te confrontes aux banques, le temps passe,
tu as ta condition suspensive d'obtention de crédit qui arrive et tu n'as toujours pas de réponse. Ouais, ok. Et donc ça, on l'a tous vécu, parce que les banques, bon, désolé pour les banquiers qui nous regardent, mais c'est à peu près 10 semaines de congés par an à poser, hein, quelqu'un qui bosse dans une banque. Donc souvent, il y a de l'inertie, pas là. Puis il y a ces congés à lui, mais il y a aussi les congés du décisionnaire. Donc en fait, tu multiplies quasiment par 2. Donc pendant la moitié de l'année, au final, c'est compliqué d'avoir des réponses, des fois. Et en plus, il y a des strates hiérarchiques dans les banques. Donc si tu n'as pas le décideur en face de toi, ça peut prendre des plombes. Et si ton dossier, c'est un dossier, bof, tu vois, pas très excitant versus le financement d'une boîte qui veut des nouvelles machines ou un truc comme ça, bon, tu vois, tu vas passer après. Et tu es obligé de relancer. Ouais, ok. Et moi, ça m'amuse un peu, tu vois, plus Ouais. que le taux ou plus que des négos comme ça. Ouais. En fait, toi, ce que je comprends, c'est que tu es un investisseur immobilier dans l'âme et en soi, pour toi, avoir 3,4 ou un taux à 3,7, peu importe, tu sais que ton opération, c'est un paramètre trop négligeable par rapport à tous les paramètres que tu vas optimiser par ailleurs, notamment le rendement, l'appréciation long terme, etc. Ok. Ouais. En plus, ça peut se renégocier, les taux, Oui. pour le coup. Tu vois, dès qu'il y a 0,8 à 1 point de différence, sur les taux actuels, 1 point de différence, c'est bien. Ça peut se renégocier. C'est ça, on peut avoir un prêt aujourd'hui. Dans 5 ans, les taux ont vraiment baissé. On peut aller voir un acteur Tout à pour fait. renégocier le taux. Ouais. Ok, Et après, ce que tu peux regarder par contre, c'est à quelle sauce tu vas être mangé si tu rembourses ton par prêt. exemple. Par exemple, quand tu as un prêt IMO, bon, alors maintenant, c'est bien capé. Si tu rembourses de manière anticipée, ça va te coûter 6 mois d'intérêt ou 3% du capital restant dû. Le meilleur des deux, pour le coup, pour le consommateur, hein. Encore une fois, le consommateur est protégé. Les IRA, Ouais, indemnité de remboursement anticipé. exactement. Donc ça, Ça, regardez, ouais. tu peux le négocier. Donc ça, c'est assez facile à négocier en général. Ou, tu vois, une exonération d'IRA, justement, après 5 ans ou 7 ans de détention. Sachant, comme je t'ai dit, que l'IMO, c'est rare que tu le vendes quand même avant, justement, entre 5 et 10 ans, parce que tu n'auras pas remboursé tous tes frais au bout de 5 ans. C'est pas mal de négocier ça, tu vois. Ça, tu peux. Après, c'est plutôt le banquier qui va te dire qu'est-ce qu'il veut lui en contrepartie pour pouvoir te prêter à toi plutôt que pas, tu vois. Mm. Donc ça aussi, c'est une discussion, mais comme je disais, je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait d'ouvrir un compte pour ses gosses ou d'ouvrir un petit plan épargne ou de prendre une carte bleue supplémentaire, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que maintenant tu as des conseils pour quelqu'un qui est au SMIC, par exemple, qui a des difficultés, tu vois, qui est allé voir sa banque, qui a déjà eu un refus? Comment on peut maximiser les chances pour avoir un financement? Il y a deux types de profils. Il y a ceux qui ont des gros revenus et pas de cash. Et il y en a beaucoup, vraiment. Et il y a ceux qui ont du cash et qui ont peu de revenus. Il y a des banques qui vont préférer les revenus récurrents, il y a des banques qui vont préférer des gens avec du cash. Donc, si on est au SMIC, donc ça veut dire pas de gros revenus, déjà, il faut voir les charges qu'on a. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que s'il y a un SMIC avec derrière un crédit voiture, un crédit conso pour une télé, un crédit truc, honnêtement, il ne faut pas faire de limo. Parce Trop que dangereux. les choix ont été faits avant, c'est-à-dire on Ouais. a consommé en fait, on a fait du levier pour consommer. Donc en fait, on n'a pas fait de levier. On a acheté des passifs au lieu d'acheter un actif. Ouais, ça pour moi, c'est typiquement pas le profil qui sera câblé de manière générale. Enfin, SMIC ou pas SMIC d'ailleurs, hein, ça n'a rien à voir avec la rémunération. C'est les gens qui font beaucoup de crédits conso pour acheter du consommable, n'ont pas vraiment, je pense, le mindset pour faire de l'IMO. Donc je préfère faire dire qu'il faut mieux pas le faire. Par contre, si on est au SMIC, qu'on a envie, qu'on est économe, qu'on épargne tous les mois justement pour ça, parce que c'est un objectif, il va peut-être falloir attendre pour économiser. Et ce qui fera la différence, c'est peut-être justement la capacité d'épargne à démontrer au banquier en disant « Ok, je suis au SMIC. Par contre, regardez, je me loge, j'ai pas de problème. Et à la fin du mois, j'épargne quand même encore, je sais pas, 200, 100, 300, peu importe. » Mais tu vois, cette épargne-là, elle va démontrer au banquier que c'est possible. Et franchement, il vaut mieux commencer en achetant un parking, un garage ou même un investissement à 10, 15, 20, 30 000 euros plutôt que d'attendre encore une fois 4 ans de peut-être constituer une épargne pour acheter un studio à 100 000 balles. Voilà. Donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Il faut juste être cohérent et le faire en fonction de ses moyens et de ses possibilités. Voilà. Par contre, pour ces profils-là, je suggérerais d'aller voir plusieurs banques. Ouais. Parce qu'il y aura des banques plus ouvertes que d'autres. Et d'ailleurs, de manière générale, les banques qui financent l'immobilier, ça c'est un petit type, ce sont les banques régionales. Donc, pas justement BNP, Société Générale, etc., mais plutôt des groupes comme Crédit Mutuel CIC, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, voilà, des banques qui sont régionales comme ça, parce qu'elles ont des pouvoirs de délégation qui sont plus importantes en agence, parce que chaque siège est totalement indépendant d'une région à l'autre. Ok, ouais. Oui, du coup, elles sont décisionnaires sur, Ouais. sur leur crédit et elles peuvent être un peu plus personnalisées dans l'obtention du crédit, quoi, j'imagine. Ouais, déjà. Et elles demanderont aussi souvent moins d'apport.
Alors, encore une fois, je fais de la stat. Hein. Voilà, il y a toujours des anecdotes qui disent le contraire. Mais par exemple, si on vous dit non à la BNP ou qu'on vous dit à la BNP, attention, nous on vous prête, mais il vous faut 20 ou 30% d'apport minimum, ça ne veut pas dire que ce sera le cas à la Caisse d'épargne, par exemple. Voilà. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller à la Caisse d'épargne, voir quand même. Mais si vous avez un profil en dessous des 35% d'endettement, puisque c'est les critères du Haut Conseil de stabilité financière, si vous n'avez pas d'encours bancaire, en tout cas que l'encours ne dépasse pas, ça c'est un type intéressant aussi, il ne faut pas que l'encours dépasse 7 fois votre revenu annuel. Donc si votre revenu annuel, je ne sais pas moi, c'est, allez, on va dire 20 000 euros, donc vous avez 140 000 euros sur 7 ans, votre dette maximum que vous pouvez avoir, c'est 140 000 euros. Pas le prêt, la dette totale. Voilà. On ne pourra pas emprunter plus au total. Voilà, selon les critères HCSF. Hein. Okay. Il y a des banques qui le respectent, ce critère, il y en a qui ne le respectent pas trop celui-là. Par contre, les 35%, ils sont quand même assez respectés de manière générale, mais ils peuvent déroger pour 20% des dossiers en montant, pas en nombre de dossiers, mais en montant total d'encours, ils peuvent déroger. Voilà. Mais la plupart des dérogations sont faites pour les résidences principales. Donc en fait, les dérogations pour l'investissement locatif sont très faibles au sein des 20%. C'est peut-être 4% in fine. Okay. Donc si on n'a pas le meilleur profil selon la banque, il va falloir quand même aller voir plusieurs banques. Peut-être faire tu sais, un dossier bancaire où on va quand même expliquer son projet, le bien qu'on veut acheter, essayer déjà de montrer son business plan en fait. Ah, clairement. Ça peut, le banquier, il peut faire waouh, ok, j'ai jamais vu ça. Ouais. Dans mon bouquin, j'avais justement partagé le dossier que j'avais à l'époque et qui m'a permis de lever pas mal de dettes. Alors, il faudrait le remettre à jour graphiquement et tout, parce que tout ça, ça évolue. La première chose, c'est présenter qui vous êtes. Et pas qui vous êtes vis-à-vis de la banque, qui vous êtes en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre parcours? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter à la banque? Vous pouvez peut-être apporter des clients aussi à la banque, ça les intéresse, les apporteurs d'affaires aussi. Donc, si vous avez un réseau, un truc comme ça, et présenter votre projet, parce que personne mieux que vous, et là je m'adresse, il y aura peut-être une question sous-jacente sur les courtiers, mais personne mieux que vous pourra défendre votre projet. Pas un courtier, pas votre voisin, pas votre femme, pas votre mari. Non, vous, si c'est votre projet. Mettez des photos, parce que la plupart des banquiers, comme les notaires, ne voient jamais les biens qu'ils financent ou sur lesquels ils signent des actes. Et je trouve que c'est un peu frustrant pour un banquier de se dire j'ai financé un truc à 500 000 balles et je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Tu vois. Donc, montrez l'avant, après, investissez un peu de simulation 3D si nécessaire, montrez que vous avez bossé sur le projet et que c'est pas juste un truc comme ça et puis je tente, quoi. Voilà, ça c'est important. Du coup, la question sous-jacente, le courtier, c'est une bonne idée. Oui et non. Oui, si on cherche un taux. Je pense que c'est un très bon point si on cherche vraiment à faire baisser le taux. Donc, plutôt pour les résidences principales, je dirais. En général, les courtiers s'adressent plus aux résidences principales. Parce qu'en fait, si vous prenez un courtier parce que vous êtes au-dessus des 35% d'endettement, il n'aura pas d'autre solution. Il n'aura pas plus de solutions que vous. Et vous aurez plus de solutions, vous, en vendant plein de trucs, qu'un courtier. Voilà. Donc, j'ai envie de dire oui, si vous êtes sous les radars du HCSF, etc., et que vous cherchez soit un nouveau partenaire bancaire à challenger, mais que vous n'avez pas forcément le réseau et le temps de le faire, ça permet de lui déléguer ce boulot pour, entre guillemets, 1% du montant emprunté à peu près. C'est à peu près la rémunération des courtiers en moyenne. Mais sinon, voilà, si vous voulez professionnaliser votre activité vous-même, je pense que c'est bien d'avoir des relations en direct. Et juste aussi quelque chose d'assez basique, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir un crédit sur le temps long, notamment si on va faire plusieurs opérations? Pourquoi c'est mieux, par exemple, d'avoir un crédit sur 25 ans, peut-être avec un taux un peu plus élevé, qu'un crédit sur 20 ans? C'est plus intéressant si on veut faire plusieurs investissements parce que ça va alléger le taux d'endettement. Donc forcément, on va avoir une capacité d'emprunt qui augmente. Maintenant, ce dont il faut être conscient, c'est quand même que le crédit va être, quoi qu'il en soit, plus cher à la fin. Hein. Donc quand on fera le bilan, la part des intérêts va être beaucoup plus chère. Mais si ça nous a permis de faire d'autres investissements et donc de capitaliser encore plus d'un côté et de faire plus de levier, je pense que c'est plus intéressant. Donc encore une fois, ça se calcule. Mais ce qui est sûr, c'est que vous capitaliserez plus vite avec un prêt à 20 ans ou à 15 même que sur du 25, mais vous pourrez faire sûrement moins de projets à revenus équivalents. Puisque oui, mensualité plus élevée et donc taux d'endettement plus élevé également. Exactement. Et une autre question aussi, il y a de plus en plus de gens qui ont des banques en ligne. Est-ce qu'on peut emprunter avec une banque en ligne? Alors oui, on peut emprunter avec une banque en ligne si tu respectes tous les critères du HCSF. C'est-à-dire ces fameux 35% d'endettement, les revenus corrects, etc. Donc c'est très facile pour une résidence principale, par exemple, si tu veux faire une première résidence principale ou un investissement locatif et que tu es encore sous ces radars-là.
Maintenant, si tu veux aller au-delà et si tu veux vraiment scaler ton business IMO et démultiplier les investissements, il faut un vrai interlocuteur avec un numéro de téléphone, un vrai portable dans la main qui peut te répondre vite, qui peut prendre une décision vite aussi, qui peut t'arranger. Et voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à privilégier l'humain. J'ai des comptes sur des banques en ligne. Et comme tout le monde, bah, j'aime bien les banques en ligne pour leurs frais assez faibles et puis la facilité aussi, en fait, hein, on va dire l'ergonomie. Et puis, souvent aussi, il y a quand même moins de blocage sur les virements et tout ça. Tu peux être un peu plus libre là-dessus. Mais finalement, je suis revenu aux banques traditionnelles parce que bah, j'avais besoin d'un interlocuteur efficace en local Qui te comprennent. qui me comprennent et qui comprennent mon projet, qui me suivent depuis un moment et pas d'un téléopérateur, en fait. C'était un peu le... Voilà. Ok. Mais je pense que sur des projets simples, pour démarrer, ça peut être un bon point. En plus, je pense pas qu'ils aient des taux dégueulasses. Donc, pour le coup, c'est assez avantageux, je pense, dans ce cadre-là. En plus, des fois, tu peux aussi faire des simulations assez rapidement sur Internet, parce que de toute façon, c'est pas avec un Ouais. être humain. Donc, tu remplis les cases, tu valides, et puis tu vois bien ce que tu as. C'est ça. Donc, ça peut être assez rapide pour déjà faire une première estimation. Voilà. Mais à l'inverse, tu vois, si vous allez voir une banque traditionnelle et que vous leur dites non, mais moi, mes comptes, ils vont rester chez Boursorama, bon, je trouve que c'est pas très smart de leur dire ça, quoi. Et je sais, j'en ai vu, il y a des gens qui disent non, mais moi, je veux rester à la banque en ligne parce que les frais, ils sont trop chers sur les banques traditionnelles et tout. Oui, mais tu peux pas aller demander un prêt à une banque traditionnelle et dire que tu vas garder tes flux au quotidien sur une banque en ligne. Ça n'a pas de sens. C'est une directive là que j'ai eue aussi d'une banque avec qui, la banque avec qui je travaille le plus, là, celle dont je parlais tout à l'heure, qui justement ne veut plus en agence locale financer des gens qui n'ont pas d'intérêt économique en local. Tu vois, parce que ce qu'ils veulent, c'est pérenniser la relation sur le long terme. C'est pouvoir demain t'ouvrir un livret première épargne pour ton gamin, c'est vendre un téléphone, un abonnement téléphonique, vendre l'alarme de ta future résidence principale, etc. Enfin, tu vois, il y a tous ces produits associés sur lesquels souvent on crache parce qu'on dit oui, une banque, elle n'est pas là pour vendre des produits. Mais bon, après, tous les business ont des relais de croissance. C'est comme ça. Il faut les considérer. Tu vois. Bon, bah, super pour le financement. Maintenant, une petite catégorie de questions, on va dire un peu rapide. Tu peux répondre assez rapidement. Et si tu veux, on reviendra sur quelques-unes de tes réponses si tu voudras préciser. T'es prêt? Donc je réponds genre Tu réponds sans développer. Quoi. Ouais, tu réponds sans Ok. développer. Rendement ou rentabilité? Rentabilité, Investir dans le neuf ou l'ancien? ancien. Investir à Paris ou à Toulouse? À Toulouse, quoi. Colocation ou location classique? Location classique. Investir en France ou à l'étranger? Joker. Les T'as deux. droit au joker. Allez. Je peux dire les deux? Tu peux dire les deux. Les deux. Investir en couple ou seul? En couple. Acheter un bien immobilier ou investir dans la pierre papier avec les SCPI? Bien immobilier. Faire de l'achat-revente après travaux, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Investir avec ou sans apport? Avec. Investir cash ou à crédit? Crédit. Investir maintenant ou attendre d'avoir suffisamment d'apport? Maintenant. Investir maintenant ou attendre l'opportunité du siècle? Maintenant. Acheter ou louer sa résidence principale? Ça dépend. Est-ce que tu as un mythe sur l'immobilier que tu veux casser? Oui. Vas-y. Ah, ok, je croyais que je devais répondre par là. C'était la dernière question, ouais, tu ouais. peux la développer celle-là. Oui, le mythe du cash flow. Ouais, ok. Le mythe du cash flow, clairement, voilà. De se dire, si mon bien ne génère pas de cash flow, du coup, je le fais pas parce que c'est pas un bon investissement. Ce qui est archi faux mathématiquement. Ouais, avec ce qu'on a vu, l'enrichissement latent, les différents. Et je te mets postes. tout dans un tableau Excel et tu les connais, c'est archi faux. C'est une vision trop court-termiste et trop impatiente de l'immobilier. Je reviens sur la question rendement ou rentabilité. Est-ce que tu peux expliquer la différence? Oui. Du coup, tu as répondu rentabilité d'ailleurs. Ouais. Rendement, vision court terme. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple des 4% net, tu te dis, OK, mon invest, il fait 4% net. Bon, bah, d'accord, c'est pas terrible, quoi. Voilà, Si donc tu compares- loyer sur coût Ouais. d'acquisition. Quoi. Exactement. Donc, tu considères pas, l'évolution des flux dans le temps, puisque tu considères pas l'évolution des loyers. Tu considères pas non plus l'évolution des charges dans le temps, ni même l'effet de levier. Et on l'a vu quand même, l'effet de levier, ça impacte énormément la rentabilité d'un investissement à 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. à terme. Et donc la rentabilité, justement, ça va venir intégrer tous ces flux entrants, sortants, les hypothèses aussi de sortie, mais également le capital amorti grâce à l'effet de levier et donc ce fameux enrichissement latent. Donc sur la rentabilité, ça va plus se rapprocher d'un taux de rendement interne à 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors qu'un rendement, ça se rapproche de rien en fait, ça n'a vraiment aucune valeur. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui investissent en bourse, c'est un petit peu comme les actions à dividendes. Tu as une action à dividende qui te verse, imaginons, 10% de dividendes. De l'autre côté, sa valeur baisse de 10%. À la fin de l'année, tu as gagné 0. Exactement. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un rendement énorme en bourse, par exemple. Une autre question sur laquelle je voulais revenir.
acheter ou louer sa résidence principale, ça c'est vrai que c'est une question que les gens peuvent se poser. Est-ce que tu veux développer ta réponse? Ouais, j'ai dit ça dépend de sa situation. J'ai souvent cette question. Je suis toujours étonné d'ailleurs de l'avoir, mais ce que je réponds souvent, c'est si tu es jeune et que tu pas d'attache, en soi, ça sert à rien d'acheter ta résidence principale. Si tu es en famille et que tu as des enfants qui sont scolarisés à un endroit et que tu sais que tu vas rester là pendant quelques années, ça a du sens. Voilà, acheter sa résidence principale sans savoir si tu vas vraiment y rester ou alors si dans 2 ans ta situation familiale, personnelle ou même professionnelle doit changer, ça, si tu le sais déjà, ça n'a pas d'intérêt. Après, effectivement, tu peux le faire et ne pas le savoir. Moi, tu vois, par exemple, là, en France, j'ai une résidence principale donc, où je suis propriétaire et j'ai toujours été propriétaire en France de ma résidence principale, hormis peut-être la première année où je suis revenu en France après le Canada. Là, je repars au Canada et du coup, je vais louer. Tu vois, je vais louer. Je vais pas du tout. Alors que tu as été propriétaire. Ouais, mais je regardais pour acheter, mais en fait, comme je sais pas trop combien de temps ça va durer et tout ça, je préfère me dire, bah, je me mets en loc. Et à ce moment-là, si jamais tu devais mettre un apport, par exemple, dans un bien immobilier, bah, cet apport, tu le mets soit sur du locatif, soit sur des marchés financiers. Puis en l'occurrence, c'est pas perdu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut même te financer ton loyer au final. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une erreur que font pas mal de personnes. C'est qu'ils se disent location, je perds de l'argent, alors que pas forcément. Et par rapport à acheter sa résidence principale. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est acheter leur résidence principale sans être ultra convaincus que ce soit une bonne affaire, leur résidence principale. Et ils se disent dans un coin de leur tête, au pire, plus tard, je le mets en location. Et ça, je trouve, c'est une erreur. Parce que soit tu achètes ta résidence principale parce que tu veux vraiment et c'est un coup de cœur et tu as envie d'avoir ta résidence principale à tel endroit et tu veux pas être locataire parce que tu as trop de contraintes quand tu es locataire. Soit, pour des raisons financières, tu achètes un bien que tu mets en location, mais par contre, tu vas faire un vrai business plan, comme on a dit, etc. Et tu vas avoir un truc très rentable. Et je trouve le mi-chemin entre les deux, moi je trouve que ça peut être pas mal de fois une erreur en fait. Tu n'as ni la résidence principale de tes rêves, ni un investissement ultra bien optimisé. Je suis d'accord avec toi. Et je le vois souvent aussi, cette erreur-là. Et en fait, comme tu le dis, un investissement locatif, ça a pour but d'être un investissement locatif. Un entre-deux, ça reste un entre-deux en fait. C'est jamais aussi efficace qu'un truc où tu vas plein faire. Donc voilà, et je rejoins ce que tu dis aussi sur le fait qu'une résidence principale, ça peut avoir du sens. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu, on a 3 enfants, enfin, tu vois, que les enfants soient bien, qu'on ait une maison à nous, un foyer, etc. Et comme j'aime aussi les travaux, tu vois, la déco et compagnie, je voulais pas faire ça dans le bien d'un autre, quoi, tu vois. Donc j'avais besoin de capitaliser ça chez moi. Voilà. Mais en soi, là, par exemple, je vais revendre, je vais perdre de l'argent, tu vois. Et alors pourtant, je fais des très bons investissements par ailleurs, donc c'est pas non plus une méconnaissance du marché ou quoi que ce soit. C'est juste que le timing est pas bon, mais j'ai pas le choix. Et surtout, j'ai mis des matériaux trop haut de gamme pour m'y retrouver à la fin. Mais je me suis fait plaisir et je l'ai fait pour nous. Donc, j'ai pas eu cette logique investisseur. Maintenant, on va passer aux questions de la communauté. Donc, j'ai reçu pas mal de questions pour toi. Quelle a été ta pire galère avec un locataire et comment tu t'en es sorti? Pire galère, mais je l'ai choisi, c'était une expulsion. Une expulsion de quelqu'un qui ne payait pas, mais j'ai acheté le bien avec quelqu'un qui payait pas. Donc, je l'ai acheté en connaissance de cause. Donc, avec un rabais. Ouais, clairement. C'est pour ça que je l'ai acheté et j'ai acheté le problème. Okay, donc, quand tu achètes un problème, en général, tu achètes moins cher que quand il n'y en a pas. Donc, j'ai acheté le problème et j'ai dit OK au mec, je m'en occupe. Le mec, il en pouvait plus. Ça faisait des mois que le mec payait pas. Et voilà. Donc, on achète le bien et on règle le problème. Sauf que c'était la première expulsion que je faisais d'un locataire, parce que j'ai jamais été très impacté par les impayés, moi, pour le coup. Parce que stratégie très patrimoniale aussi, donc plutôt locataire qualitatif et jeune actif ou étudiant, donc ça paye, tu vois, en général. Mais là, première fois que je m'exposais vraiment à quelque chose. Et là, c'est pas la galère d'impayé parce que je l'ai choisi, c'est la galère administrative. L'expulsion. Ah ouais. Avec les huissiers? Avec la police. Avec la police. Ah non, on est allé jusqu'au bout du bout avec ce qu'on appelle le concours de la force publique. Donc c'est tribunal, ok. Ensuite, c'est préfecture et le préfet ordonne à la police d'intervenir. Et donc, nous voilà à 8h du mat déloger un mec chez lui, mais pas chez lui au final, hein, parce que ça fait 18 mois qu'il ne payait pas. Donc, avec la police, un serrurier, un huissier, pour récupérer les clés. Et ce qui est aberrant là-dedans, donc ça, cette procédure, elle arrive au bout de, je sais plus, j'ai fait un truc sur mon podcast d'ailleurs où je fais tout le rétro-planning, mais elle arrive peut-être au bout de 14 ou 16 mois. Tu récupères les clés et là, l'huissier te dit « Ah non, je ne peux pas vous donner les clés. » Parce qu'en fait, il a 2 mois pour venir récupérer ses affaires. Donc, elle te colle un truc
avis d'expulsion, nanani, elle colle un truc, voilà, sur la porte, mais elle garde les clés et elle dit, ben maintenant, le locataire a 2 mois pour me rappeler. Bon, évidemment, souvent, ils ne rappellent pas parce qu'ils prennent toutes ses affaires de suite, tu vois, voilà. Bon, par contre, c'est en une demi-heure, il est parti. Les flics, ils tapent, ils étaient 3 dans l'appart. C'était un studio de 18 mètres carrés. Quand on est arrivé, ils étaient 3. Hop, tout le monde est parti dans la rue avec quelques affaires et voilà. Après, ils ont tout laissé dans l'appart. Et il n'est jamais revenu chercher les trucs, le mec, tu vois. Ok. Mais tu vois, c'est que des périodes de 2 mois. 2 mois de machin, 2 mois de machin, 2 mois de recours, 2 mois de trucs, tac, 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 tac. Ah ouais, ça t'a pris 18 mois. 18 mois. 1 an et demi. 1 an et demi. Mais voilà, après, il est parti, on a rénové l'appart, on a doublé le loyer, voilà. Mais c'est toujours pareil. Doublé le loyer à 0 fois 2, ça fait 0. non, le loyer officiel. Le loyer théorique. Pas le paiement, mais le loyer. Donc voilà, après, nous, on a acheté en connaissance de cause. On n'aurait jamais mis cette typologie de locataire-là à l'intérieur avec un loyer aussi faible dans un appart aussi pourri. Tu cherches aussi les problèmes. Je veux dire, l'ancien propriétaire, c'est chercher clairement les problèmes. Voilà, quand tu loues un appart 2 fois moins cher que ce que tu peux louer, c'est parce que en fait, ton bien, il les vaut pas. Donc, tu as les locataires qui vont avec, tu vois. Ouais, je comprends. Question aussi, quand faut-il passer en SCI? Donc, SCI, Société Civile Immobilière, en gros, quand est-ce qu'il faut passer en société et en perso, ça suffit plus? Ben ça peut être une des solutions pour l'exemple que tu citais de la personne qui gagne le SMIC, par exemple. Ça peut être une bonne solution de s'associer pour aller emprunter. Et donc, cette personne-là, par exemple, peut s'associer avec ses parents qui ont un revenu et peu d'endettement. Parce qu'en général, les générations un peu plus anciennes ont peu de dettes et des revenus confortables. Ça peut être une sorte d'association familiale, patrimoniale intéressante, ou avec des amis aussi, qui ont des revenus et qui n'y connaissent rien. Donc, le deal, par exemple, de cette personne qui a le SMIC, c'est de se dire, ben, on s'associe à SCI avec quelqu'un, je m'occupe de tout, et donc je valorise ça en part dans la SCI, mais vous apportez les fonds et vous apportez la capacité d'endettement. Et par contre, c'est la SCI qui s'endette, hein, donc chacun s'endette avec la quote-part. Mais c'est peut-être eux qui vont se porter caution du prêt et pas toi. Donc en fait, ça peut être cette solution-là. Et sinon, c'est quand tu es arrivé, soit que tu veux pas passer loueur meublé professionnel parce que tu étais en loueur meublé non professionnel, et donc à ce moment-là, tu veux pas dépasser le plafond pour pas basculer, donc tu passes en SCI. Soit parce que les banques sont capables en SCI de te prêter avec des prêts professionnels et pas des prêts IMO, donc elles peuvent être en dehors, certaines, hein, elles peuvent justifier ça comme être en dehors des critères HCSF, donc ce qu'on disait du Haut Conseil de stabilité financière, des fameux 35%, etc. C'est pas toutes les banques, mais certaines prennent un peu le risque auprès du HCSF de dire, bah attendez, nous c'est un prêt pro, c'est une activité pro, donc ça ne considère pas l'endettement perso et on ne protège pas le consommateur. Voilà. Le travers, c'est qu'en SCI, tu vas souvent payer plus cher, les durées vont être plus courtes, c'est-à-dire très peu de 25 ans avec des taux plus élevés, donc tu vas avoir à peu près le taux d'un 25 ans, mais sur du 20 ans. C'est souvent à peu près ça. Ok. Voilà. Je me permets de rajouter aussi, si on est chef d'entreprise, ça peut être vraiment optimisé d'avoir sa SCI en dessous de sa société holding, par exemple. Clairement. C'est même si on est entrepreneur ou qu'on a une activité, ou même qu'on est salarié mais qu'on a une activité commerciale à côté, c'est évident que pour utiliser le cash pro, il faut une personne morale et il ne faut pas sortir le cash à titre perso. Exactement. Il vaut mieux le sortir après, mais quand on veut, que subir la sortie tout de suite et ne pas pouvoir remettre 100% de la totalité à cause du frottement fiscal, quoi. Je me permets juste de rajouter sur s'associer en SCI, ça peut poser aussi d'autres problématiques d'association. Je pense notamment avec des amis. Bon, ça peut. Ça peut d'accord. Ça peut casser une amitié, ça peut créer. Le jour où ça va bien, tout va bien, mais le jour où ça va mal, c'est là où ça peut mal se passer. Alors, une question, faut-il arrêter le LMNP? Peut-être que tu peux remettre un peu contexte sur cette question. Ouais, LMNP, donc réforme en 2025 de la location meublée, du statut de loueur meublé non professionnel, qui dit quoi? Qui dit que le principe des amortissements dont bénéficiait le LMNP, qui était un principe, on va dire, clé de cette niche fiscale, qui consistait à bénéficier donc des amortissements comme un professionnel, alors qu'on était loueur meublé non professionnel. Donc, c'est-à-dire, on achète un bien, comptablement, on l'amortit, donc ça crée un déficit comptable chaque année qui n'a rien à voir avec le déficit de la trésor ou pas, hein, mais qui est un moins sur le bilan comptable, qui vient effacer la fiscalité, je fais court, hein, qui vient effacer la fiscalité sur, on va dire, 10-12 ans en général sur un bien en LMNP. Et bien, à la sortie, quand on revendait un bien, la plus-value était calculée comme si on n'avait rien amorti, et donc sur une plus-value brute, prix d'achat versus prix de vente, quoi. C'est un peu une anomalie qui faisait un avantage fiscal sur ce régime. C'était le meilleur des deux mondes. Amortissement des professionnels, plus-value des particuliers, meilleur des deux mondes. Moi, ça fait 15 ans que j'ai profité de cette particularité-là, tu vois. Et il y a 15 ans, on me disait, attention, le LMNP, tu devrais pas faire ça. Parce que peut-être que ça va sauter l'année. Il y a 15 ans. Honnêtement, ça m'a vraiment aidé quand même à construire un patrimoine et tout ça, hein, clairement. Hein. J'aurais fait tout ça en nu, j'aurais pas pu faire autant. C'est impossible. Avec le frottement fiscal, c'est impossible.
Et là, donc la réforme est passée. Maintenant, les amortissements sont réintégrés dans le calcul de la plus-value. Donc en fait, tu payes, je la fais courte, plus d'impôts sur la plus-value. Sauf que... À la revente. À la revente. Sauf que ce qu'oublient les gens, et ce qui est intéressant d'ailleurs, enfin, c'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils ne le savent pas, tu ne réintègres les amortissements qui ont participé justement à générer de l'imposition nulle. C'est-à-dire que si le comptable a généré de l'imposition nulle grâce majoritairement à des charges et pas à de l'amortissement, ben en fait, tu n'as quasiment pas grand-chose à réintégrer. Donc ça, c'est une subtilité. Je vous conseille de vous rapprocher d'un expert comptable pour ça. Hein. Il sera bien plus calé, il pourra faire plein de simulations. Donc aujourd'hui, la différence, concrètement, elle n'est pas quasi nulle parce que c'est quelques milliers d'euros, mais sur un bien, par exemple, tu vas acheter 150 000 euros, tu vas revendre 180 000 euros 10 ans après, tu vois, sur lequel tu auras un rendement correct autour de 5-6%. Finalement, la réintégration des amortissements, ça va te coûter à peu près 6 000 euros d'impôts en plus au bout de 10 ans. Tu vois, c'est pas c'est 600 euros par an que tu réintègres, mais au bout de 10 ans, one shot, quand tu as pris du cash. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Voilà. Par contre, après, du coup, les gens se disent, oui, mais maintenant, peut-être que c'est mieux de faire la SCI à l'IS par rapport au LMNP 2025. Et là, effectivement, il y a une différence. Et c'est quand même moins bien de faire une SCI à l'IS que du LMNP parce que l'argent ne t'appartient pas, tout simplement. Donc, ça veut dire que tu vas avoir un frottement fiscal IS, donc impôt sur les sociétés, et puis derrière, tu vas avoir une cascade impôt sur le revenu, soit via prélèvement forfaitaire unique qu'on appelle flat tax, soit via ton barème progressif. Mais grosso modo, tu vas avoir deux frottements. Tu vois, si je prends par exemple réforme 2024, enfin avant 2024, 0 sur la plus-value. Enfin, il y a quelques abattements et tout ça, mais on va dire 6 000 de plus réforme 2025 versus 2024 et 12 000 de plus en SCI. En SCI. Okay, ouais. En fait, il va te rester, on va dire, 6 000 de moins et 12 000 de moins. Sur une plus-value à peu près à 40 et quelques mille hein, sur le calcul de tête. Une autre question. Comment acheter avec sa femme en propre, SCI ou autre pour du locatif? Clairement, l'avantage de la personne morale, SCI, SARL de famille, par exemple, SAS ou autre, c'est qu'on peut mettre des statuts, voire même des packs d'actionnaires sur certaines typologies de sociétés, et que ça peut vraiment être utile en cas de désaccord demain, type divorce. Divorce, c'est vachement important. Oui, tu peux personnaliser vraiment les statuts, enfin, tu peux les écrire vraiment pour bien préciser toutes les situations possibles et vraiment les faire sur mesure. Alors, pas sur tous les types de sociétés, mais si jamais c'est pas le cas, tu peux le faire dans un pack d'actionnaires, au pire, à côté. C'est ça. Et en indivision, c'est plus compliqué. Parce qu'en indivision, même si tu as 1% de bien en indivision, si tu t'opposes à la vente, les autres indivisaires ne peuvent pas vendre. Il n'y a pas de règle de majorité, etc. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une convention d'indivision. Donc là, ça revient finalement à être en société, mais en restant en nom propre. Donc moi, ce que je suggère, c'est si vous n'avez pas beaucoup de loyer et vous pouvez encore bénéficier du LMNP, investissez en nom propre pour bénéficier du LMNP ou en SARL de famille, parce que la SARL de famille, c'est la seule personne morale qui peut bénéficier du régime LMNP. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous tapez SARL de famille et vous trouverez plein d'infos là-dessus. D'ailleurs, je précise, le site du gouvernement est plein d'informations hyper utiles sur la fiscalité. Et c'est là où vous trouverez les informations les plus fiables. Pas plus que sur des blogs, des forums, des réseaux sociaux, etc. Donc vraiment, regardez le site du gouvernement, il est vraiment assez fourni et c'est normal, quoi. Et donc, si vous êtes plus en LMNP et que vous faites soit du nu, mais que vous n'avez pas besoin de déficit foncier, soit vous êtes au taquet du LMNP et vous voulez vraiment scaler encore plus, du coup, là, faites personne morale. C'est quand même mieux, quoi. Type SCIS, par exemple. Je pense que tu vas me répondre, je n'ai pas de boule de cristal, mais est-ce que tu as un pronostic, même si peut-être que tu vas me dire que ça n'a aucune espèce d'importance, mais un pronostic du marché immobilier en 2025-2026, comment tu le sens, toi? Je pense qu'il y a des villes sous-cotées qui vont performer. Je pense à Toulouse et c'est pas du chauvinisme, hein, parce que, encore une fois, j'ai vécu à l'étranger et j'ai un recul aussi un peu différent. Mais il y a des villes sous-cotées comme Toulouse, mais il y en a d'autres en France. Il y a des villes qui ont été surcotées et qui, pour le coup, vont corriger fortement. Voilà, je ne les citerai pas, mais des villes où il y a eu notamment un afflux de Parisiens qui sont venus assez vite, sur ces dernières années, qui ont fait exploser les prix à coup de fort pouvoir d'achat. Je vois de quelle ville tu parles. Voilà, qui est souvent opposé à Toulouse d'ailleurs. Et notamment dans les défis sportifs en ce moment. Mais du coup, il y a des villes qui vont peut-être corriger. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'investir dans ces villes-là, parce qu'il y a
autour, il y a des villes qui sont intéressantes. Bon, je le cite, par exemple, Bordeaux, c'est effectivement la ville dont je parle. Dans Bordeaux, vraiment centre, c'est compliqué, les prix avaient explosé, etc. Et c'est vraiment en train de fortement corriger. Mais par contre, autour, il y a quand même une grosse capacité universitaire. Et là, il y a du sens pour le coup avec des villes qui restent encore très abordables et sur lesquelles on peut faire des rendements. D'ailleurs, nous-mêmes, on fait des projets là-bas sur des étudiants et franchement, ça fonctionne. Je pense qu'il y a, voilà, il y a des villes au top. J'ai pas de boule de cristal, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, il faut s'inscrire dans du moyen long terme. Et si tu t'inscris dans du moyen long terme, en général, tu fais pas d'erreur. Et c'est ce que dit Warren Buffett sur la bourse. C'est le temps long qui joue avec lui aussi. C'est le temps qui joue pour tout le monde. Et en immobilier, c'est encore plus vrai parce que c'est très difficile de faire bouger les lignes en immobilier. Tu vois, quand tu as un bien, tu as un bien. Comme je te dis, tu peux pas le déménager, etc. Voilà, tu as une action, tu as une position en bourse. Bon, bah, tu la coupes pas, ça va vite, quoi. Tu vois, c'est 2 clics. Là, il y a beaucoup d'inertie. C'est un monde où il y a beaucoup d'inertie. C'est un monde de réseau aussi. Donc, ça prend du temps. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis aussi. Finalement, il n'y a pas un marché immobilier. Il y a plein de marchés. Ah ouais. Le marché d'une grande ville, c'est pas le marché d'une autre grande ville. Le marché des moyennes villes, c'est pas le marché des grandes, etc. Et il faut vraiment connaître Ouais. précisément sa ville, son emplacement, même au sein de la ville, etc. Et il y a quelque chose, une question que je pense chaque investisseur qui débute doit bannir et qui pourtant est une des questions les plus posées, c'est dans quelle ville investir? Tu vois? Où investir pour être rentable? Et ça, je trouve que souvent, il y a même une pléthore de contenu sur les réseaux qui dit voilà, les villes où investir. Top Il y a- 10 des villes. En fait, dans toutes les villes, dans toutes les agglomérations, il y a du bon, il y a du mauvais. Tu vois. Et tu peux faire du rendement, de l'hybride ou du patrimonial dans quasiment partout en France. Bon, évidemment, il y a encore une fois des marginalités à ça. Mais je pense qu'il y a des villes qui vont prendre plus, mais ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes pour investir. Tu vois. Mais si tout le monde se rue sur les mêmes villes, ça va plus devenir intéressant non plus. Donc en fait, il y en a pour tout le monde. Et il y a des villes comme ça qui, je trouve, ont été. Enfin, c'est surtout pour les gens qui cherchent de la stratégie à rendement, cette question en général. Donc, mais tu vois, il y a des villes, je pense à. Franchement, désolé s'il y en a qui ont investi là-bas et tout, et je vais me prendre les foudres. Mais il y a des villes comme Pamiers en Ariège qui ont été. Alors, il y en a, ils vont dire c'est le trou du cul du monde, mais il y a plein d'investisseurs locaux qui sont allés là-bas. Enfin, franchement, c'est quand même assez compliqué, je trouve, d'investir là-bas. C'est assez sinistré. La qualité des locataires, c'est pas non plus foufou. Béziers a été surcoté. Saint-Étienne a été surcoté. Tu vois, c'est des tailles de villes différentes pourtant. Voilà, c'est des villes où, oui, les prix ont augmenté, mais ils ont augmenté parce qu'il y a eu justement une ruée des investisseurs là-dessus, qui, comme le prix au mètre carré était pas cher, finalement, mécaniquement, ont fait monter les prix. Tu vois. Et au final, se retrouvent des fois avec des biens qui ont été surrénovés versus le prix moyen du marché dans ces villes-là. Et donc, pour revendre demain, c'est un manque de liquidité. Par contre, ça tourne très fort, il n'y a pas de problème. Tu vois. Si tu acceptes la qualité des locataires, la charge mentale qui va avec et tout, oui, le rendement est bon, encore une fois. Mais la vision long-termiste, elle est peut-être dangereuse. Quand tu regardes d'ailleurs l'évolution des prix sur une ville comme Saint-Etienne, qui est quand même une ville moyenne importante, hein, c'est plutôt une ville assez grande, du coup, tu vois que les prix ils sont stables. Donc, quand toi, tu as acheté à ce prix-là et que 10 ans après, le prix n'a pas bougé, ton opération, c'est plus la même que dans la ville d'à côté où les prix ont fait x2, tu vois. Ah, c'est sûr. Ce podcast, il s'appelle Secret d'investisseur. C'est un peu la dernière rubrique que je fais à chaque fois, c'est la signature du podcast. Est-ce que Julien, tu as un secret d'investisseur? Autrement dit, quel est peut-être ton meilleur conseil, un conseil que tu aimes bien sur l'investissement, notamment dans l'immobilier? Secret, c'est pas vraiment un secret, mais je pense que c'est très personnel. C'est ton secret à toi. Voilà, avec le recul, je pense que si je dois retenir 2 mots, après ça peut en faire un secret ou non, c'est sacrifice, vraiment. Mais c'est pas viable que pour l'immobilier. C'est viable pour toute personne qui a un peu d'ambition à long terme. Et persévérance. Et ça, je pense que ça va avec. Le problème, c'est que ça peut vite coûter quand tu additionnes persévérance et sacrifice longtemps. Voilà, donc il faut juste aussi bien jauger le truc. Et aujourd'hui, j'ai 40 balais. J'ai pas la même énergie que quand j'avais 30 ans. À 35 ans, je faisais du triathlon, je m'entraînais 15 heures par semaine. Et malgré tout, je développais des trucs à côté, je faisais de l'IMO, etc. Et j'arrivais. Aujourd'hui, je peux plus faire les deux. Tu vois, je le vois, tu sais, je suis plus fatigué, tout ça, j'y arrive pas. Donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, je continue à en faire un peu, mais moins. Donc, je pense que tant qu'on est jeune et qu'on a l'énergie, il faut faire un maximum de sacrifices, mais toujours en pensant à demain, tu vois. Parce que je pense la pire des situations dans la vie, c'est d'arriver à 50, 60 balais et de se dire putain, si j'avais su. Ouais, c'est sûr. On a écrit une petite phrase sur notre site s'investir.fr, c'est
s'investir aujourd'hui, profiter demain. Ça résume un petit peu C'est exactement ça. Mais ça, c'est dur. Et notamment quand tu es en couple, que les intérêts sont pas alignés et qu'il y a des enfants au milieu. Et je l'ai vécu. Moi, ça fait 18 ans que je suis avec ma femme. On a fêté notre majorité il y a quelques jours. Ça fait 18 ans. Elle avait déjà des enfants quand je l'ai rencontrée. Ça fait 18 ans qu'on a des enfants à la maison ensemble. Et ça fait 18 ans qu'il y en a forcément un des deux qui fait des sacrifices. Et en général, quand un fait des sacrifices sur quelque chose, l'autre fait des sacrifices sur autre chose aussi. Donc, tu vois, c'est même pas pour équilibrer, c'est vraiment une vie de sacrifice. Yes. Mais je sais qu'on est à quelques années là, maintenant, de pouvoir stopper les sacrifices et de profiter de tout ça. Tu as parlé parfois de on accompagne nos clients ou autres. On l'a pas dit, mais du coup, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce qu'est Artae Immobilier? Est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc Artae, c'est une société d'investissement clé en main. Donc ça veut dire qu'on accompagne les investisseurs de A à Z, mais on peut aussi faire de la lettre D à E et s'arrêter là. C'est des phases vraiment totalement indépendantes qui sont de la phase on va dire, de construction d'un projet ensemble, à la recherche, aux travaux, à l'ameublement, à la décoration, la mise en location, la gestion locative et également la transaction pour des raisons d'arbitrage. Donc l'idée, c'est de suivre nos clients investisseurs qui sont quasi exclusivement des investisseurs, chaque étape et sur une durée très longue. Encore une fois, on a une vision, et c'est ma vision en fait que j'ai impulsée à Artae. C'est une vision très long terme, pas one shot, pour pérenniser les relations, que ce soit avec tes clients, avec tes partenaires d'affaires, avec tout ça. Et donc l'idée, c'est de suivre les investisseurs tout du long. Et on a aussi une marque de cuisine d'ailleurs qui s'appelle Artae Intérieur, qui vient challenger un peu les grandes marques, les grandes enseignes vertes et blanches et bleues et jaunes, qui vendent beaucoup de cuisine à des investisseurs locatifs sur des qualités toujours pas, qui sont pas forcément toujours impeccables, avec du kit. Et nous, on vient avoir une offre un petit peu plus qualitative, à peine un poil plus cher, mais du livret monté, fabriqué en Italie, quelque chose de cossu et de noble. Et ce qui était complètement cohérent en fait avec les travaux qu'on faisait pour du locatif, parce que dans du locatif, il y a le prix, oui, mais il y a aussi la durabilité. Et donc, tu vois, ça vient conforter ça. Voilà. Donc, Artae Immobilier, et on est présent en France, pour l'instant, région toulousaine, région lyonnaise, région bordelaise, Seine-et-Marne et région troyenne, et Portugal. Voilà. Là, on va se développer en Floride à partir de cet été. Incroyable. Par opportunité, encore une fois, parce qu'on a un collaborateur qui va partir là-bas. Et on va sûrement se développer aussi au Québec, au Canada francophone, en l'occurrence plutôt agglomération montréalaise. Voilà. Okay. Enfin, ça c'est sûr maintenant d'ailleurs, parce que ça c'est dès le mois d'août. Bah, super. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et bravo franchement pour tout ce que tu as fait. Bah, merci Mathieu, merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.